Et bonsoir, bienvenue à toutes, à tous sur ce live Ground Frequency, 17e émission déjà, émission à l'Aéroclub de France, ici à Paris. Mais avant de vous présenter notre sujet et nos invités, petit générique. Jet 583, last day start, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now, question. Working on it. 583, last day start, way 26 left. Radio now. No radio. Et bienvenue sur ce live, donc 17e émission Ground Frequency, ici à l'Aéroclub de France. Et je suis pour m'accompagner ce soir, Antoine. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi d'être dans cette nouvelle émission. On approche de la fin de la deuxième saison et on approche de grosses échéances aéronautiques aussi. Donc restez bien avec nous, on va parler de plein de sujets ce soir. Et donc pour ça, on a des invités. C'est une émission avec invités ce soir et on a le plaisir de recevoir donc Juliette et Alix qui donc travaillent au GIFAS et font d'autres choses aussi. Ils sont très impliqués dans le projet. Donc bonsoir. Ça va, content d'être dans Grande Fréquence, content? C'est génial, ça, j'ai hâte de commencer. On va pouvoir parler de plein de choses. Donc l'interview, on va revenir sur le Salon du Bourget, sur ce que vous faites au GIFAS et aussi d'un programme que vous portez qui s'appelle Femmes de l'aéro et du spatial. Donc on aura l'occasion de parler de tous ces sujets. Mais avant, tu nous as préparé une petite revue de presse, Exactement, et l'actualité est très chargée sur ces derniers jours notamment. On va pouvoir commencer avec la première news. Alors c'est une news plutôt militaire, tu me connais Antoine, hein, je encore commence du toujours. militaire. C'est un article de Fred Lertz sur Aeroburst, notre camarade qu'on pourra voir toute la semaine avec nous au Bourget, qui est sur l'interrogation autour de la perte d'un Sukhoi 35 russe en Ukraine. Effectivement, donc suite à une dernière news, des dernières vidéos sorties, que ce soit de la part de drones, il y aurait eu apparemment un Sukhoi 35, donc c'est un avion de chasse assez récent russe, qui aurait été abattu par un F-16 ukrainien. Donc effectivement, c'est un F-16 qui fait partie du consortium européen qui regroupe la Belgique, le Danemark, la Hollande et la Norvège, qui sont ces appareils qui sont donc occidentaux donnés à l'Ukraine. Il y en a 85 de promis. Et donc effectivement, c'est la première victoire aérienne d'un appareil occidental sur le front ukrainien. Donc c'est une grosse news côté militaire. Voilà une image qui illustrait donc cette perte côté ukrainienne. Quand tu dis l'interrogation, c'est que ça n'a pas été confirmé encore. Effectivement, il y a beaucoup de zint, il y a beaucoup d'images qui sont passées très vite sur les réseaux sociaux et il y a eu du temps pour vérifier quand même la véracité de l'information et puis l'armée ukrainienne n'avait pas forcément communiqué directement dessus. Donc, voilà. Ok. Donc à suivre et à voir. Et ils doivent en avoir. Ils en ont combien actuellement? Alors, c'est pas un chiffre exact, c'est pas communiqué, mais c'est de l'ordre de 16 appareils. Ok. Donc c'est encore un stock limité qui est censé ça va dans les mois à venir. Gonfler petit à petit, mais le temps que les avions soient préparés et puis que les pilotes soient formés, ça prend beaucoup de temps. Bah écoute, on switch une news dans le civil et plutôt dans l'innovation avec Voltaero qui lance la commercialisation de son groupe motopropulseur. C'est le HPU 210, c'est un groupe motopropulseur hybride, c'est-à-dire que c'est un moteur thermique qui va être soutenu dans les phases comme le décollage ou la montée qui demandent plus de puissance par un groupe électrique. Donc c'est ce qui fait l'hybridation de ce moteur. Donc Voltaero qui utilise donc c'est un moteur déjà existant qui donc commercialise le groupe entier qu'il a annoncé pour France Air Expo, donc le salon qui se tient à Lyon-Bron et qui voudrait donc c'est une technologie qui a été brevetée par Voltaero, qui voudrait donc commencer à les livrer à partir de 2026. C'est un peu une grosse news niveau innovation, parce que c'est vrai que dans les propulsions, l'innovation dans les propulsions, il y a beaucoup de choses qui bougent et ça en fait partie. Donc là, ils ont saisi un peu l'opportunité d'avoir développé une technologie pour leur appareil. Exactement, c'est pour le Casio 330. Il y a un intérêt de le commercialiser. Et donc là, ils ont fait un produit à part entière en plus de leur solution pour décarboner l'aviation avec leur Casio, qui sera présenté donc au Bourget, si j'ai bien suivi.
Eh ben écoute, je te propose de passer à une prochaine news qui est axée plutôt sur l'aviation d'affaires cette fois, avec la certification en vue pour le turboréacteur Pearl qui équiperait donc le Falcon 10X. Alors à l'écran vous voyez que c'est pas un 10X, mais pourquoi Bien vu. c'est un Ça y peu est, plus gros. le quiz commence. Effectivement, donc la certification en vue, on a fait les essais au sol, maintenant il faut passer aux essais en vol. Et donc Rolls-Royce possède un 747 banc d'essai, et donc on voit qu'il a 5 moteurs, pas 4, comme les 747 habituels. Et donc c'est le Pearl qui est équipé et qui est essayé dessus, donc l'avion est totalement changé pour pouvoir avoir des ingénieurs à bord, vérifier toutes les informations de vol, et donc les vols ont commencé. Et c'est donc ce qui fait que le Pearl, le Rolls-Royce Pearl est en bonne voie. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire toute cette campagne d'essai pour réussir à le certifier, que ce soit côté EASA et côté FAA. Le 10X, rappelle-moi, c'est quelle année l'année de certification? C'est plutôt quoi, fin de... Bonne question. Ok, bonne question. Bah, bonne je te question. pense dès le troisième tu pourras article poser avec la ton question dans la semaine prochaine chez la Aviation. On ira leur demander. Ne sois pas trop pressé. Allez, soit, faisons comme ça, tu t'en tires bien. Bon, je reviens un peu sur le militaire. On va parler de la Thaïlande qui, alors il y a une semaine, on avait parlé déjà de l'acquisition par la Colombie de Gripen. Cette fois, c'est la Thaïlande qui bascule du côté de Saab, donc le chasseur suédois qui donc partirait pour faire donc les versions E et F du Gripen, qui sont les versions modernisées, qui sont donc choisies par la Thaïlande pour compléter leur flotte qui ont déjà 12 appareils, donc c'est des appareils d'ancienne génération, c'est ce qu'on appelle les Gripen C et D, et là donc ce seraient des appareils qui équiperaient donc leur armée de l'air. Je crois qu'on parle de 12 appareils en plus. Et donc c'est fait pour moderniser leur aviation, chose qui est nécessaire, et à voir après derrière quels appareils ils mettraient plus au placard. C'est pas encore confirmé. Bon, ça c'était petites news. On va rebasculer sur une autre news commerciale, c'est la vente à la compagnie Uniair de 19 ATR 72. C'est des ATR 72-600. Ça faisait un moment qu'ATR n'avait pas fait de grosses ventes. Donc Uniair, c'est une compagnie qui appartient au groupe Eva Air, qu'on voit un peu plus ici à Charles de Gaulle, pour ceux qui cherchent et qui spotent un peu. Et donc c'est assorti de 3 achats supplémentaires, cette commande, qui pourrait avoir lieu. Donc ATR qui respire un peu plus avec cette commande de 19 appareils, et ce qui permet donc à la compagnie d'étendre un peu plus le réseau pour Uniair. Ils vont faire quoi comme type de dessert avec leurs ATR? Alors ce sera beaucoup de régional, puisque Ouais. c'est littéralement Mais le produit est fait pour ça. Mais alors ils n'ont pas totalement annoncé, ce sera probablement la reprise de ligne qu'ils ont actuellement. Mais voilà, ça reste sur la stratégie du groupe à toujours renouveler leur flotte. Et c'est du coup, je disais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de grosses annonces côté ATR. C'est depuis 2017 qu'il n'y avait pas eu de commandes aussi importantes. Ok, donc là, ATR va être tout content juste avant le salon en plus. Ça leur permet d'arriver assez serein et ils vont pouvoir peut-être avoir d'autres annonces au projet. Oui, totalement. On verra. Et puis, pour rester sur les acquisitions, on va passer côté Iran Air qui, eux, s'équipent de 2 nouveaux A330-200. Effectivement, ce qui est assez inadéquat, c'est qu'ils ne les ont pas obtenus en les achetant directement auprès d'Airbus, parce que depuis 2018, il y a un embargo américain qui empêche les achats directs pour l'Iran. Et c'est à travers un achat de seconde main dans le cadre d'un échange de pétrole avec la Chine. Donc assez inadéquat. C'est du troc en fait. Voilà. On troque du pétrole contre des avions. Sachant que les Iraniens sont pas totalement gagnants, parce qu'ils ont quand même payé la bagatelle de 116 millions de dollars pour 2 appareils. Ça fait un peu cher, surtout que c'est de la seconde main par rapport à la quantité de pétrole qu'ils ont fourni derrière. Donc bon. Il faut s'adapter, ils l'ont fait, donc ça permet de renouveler leur flotte. Renouveler avec 2 avions. Oui, alors il faut se calmer. Ça reste mais, relatif, mais ça leur fait une petite bouffée d'air frais avec des Exactement. appareils. Qui ont du mal à avoir des pièces, que ça soit côté militaire avec du F-14. Voilà, et ça permet d'avoir un peu plus de visibilité côté aéronautique pour l'Iran. T'as encore des nouvelles, Alexandre, du militaire ou non plus militaire? Une news un peu plus triste qu'on a appris ce matin, c'est le crash d'un Boeing 787-8 de la compagnie Air India sur un vol qui reliait Ahmedabad à Gatwick, donc Londres.
Effectivement, on n'a pas beaucoup d'infos et on va pas forcément spéculer dessus. On sait juste qu'il y avait 242 personnes à bord et qu'il a eu un problème juste après le décollage. Donc une news un peu plus triste avant de commencer ce salon du Bourget, mais en tout cas le NTSB sera impliqué et puis il y aura une enquête, donc il faudra suivre tout ça. Il faut laisser le temps de l'enquête, pas trop de spéculation, laisser les enquêteurs faire leur travail et voir quelles seront leurs conclusions. Le rapport préliminaire puis le rapport final qui arrive souvent bien après. Et puis on finit avec une dernière news toute récente aussi, c'est l'annonce de l'ENAC qui va commander 30 appareils, 30 avions à Elixir Aircraft. Donc une plutôt grosse news pour Elixir qui il concrétise 30 appareils qui seraient livrés pour 2026-2027. L'ENAC, c'est donc l'École nationale d'aviation civile qui forme donc des pilotes de ligne c'est la DGAC qui forme des pilotes de ligne et donc ce serait probablement un remplacement des TB10 qui étaient jusqu'à présent à l'ENAC, pour que les pilotes puissent faire du VFR, puissent apprendre tous les rudiments sur un monomoteur, sachant que l'attrait de l'Elixir, c'est vraiment le coût de l'heure de vol assez faible et à la maintenance pareil. En plus pour les formations de pilote de ligne, en plus du fait que ce soit entièrement en glace cockpit. Oui, c'est ça aussi, on modernise intéressant. l'appareil, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc ces avions seront répartis dans toute la France puisque l'ENAC c'est pas que Toulouse, ils ont des centres un peu partout. Effectivement, après c'est ça exactement. Alors après à voir parce que l'ENAC sur leurs différents centres ils répartissent un peu quand même où est-ce qu'il y a des bimoteurs, où est-ce qu'il y a du monomoteur. Mais je pense que effectivement ce sera sur plusieurs bases, surtout que 30 appareils ça fait quand même beaucoup. Écoute, merci pour cette merci Antoine Alexandre. pour m'avoir écouté. Ça va, vous avez appris des choses ou non? C'est bon, vous aviez suivi toutes les infos. Quelques-unes. Il y en a un bon paquet. Ouais. Ouais. J'imagine qu'en ce moment, en plus, on voit que ça s'accélère un peu dans le cadre du Bourget. Donc bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc on reçoit Juliette Duhaut, tu es donc la directrice de la communication du GIFAS, et Alix Guigne, donc tu es project manager, recherche développement, espace et environnement. Alors, je suis alternante, chargée de mission espace, et je suis côté affaires R&D, espace et environnement. Okay. Donc beaucoup de choses dans une seule direction, mais on s'occupe des 3 sujets en un et c'est très intéressant. Donc voilà, on va pouvoir parler du Bourget, on va pouvoir parler de ce que vous faites au GIFAS et de l'action aussi. On en a parlé de femmes de l'aéro et du spatial. Mais déjà pour commencer, donc j'ai juste donné votre titre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu quel était votre cursus? On peut commencer par toi, Juliette, nous dire un petit peu ce que tu as fait, quel a été ton cursus donc avant d'arriver au GIFAS. Alors mon cursus, c'est l'histoire d'une fan de littérature et aussi un peu de sciences politiques qui se retrouve dans l'aéronautique et spatiale. Donc tout est possible. Surtout qu'au départ, je me destinais plutôt à la culture. Et finalement, mon premier job, je suis arrivée chez Ubisoft, donc pas du tout la culture. En tout cas, il y avait des jeux pédagogiques, mais il y avait surtout des jeux de course, des jeux vidéo en tout genre. Et c'était à l'époque d'Ubisoft Startup. Grosse start-up, mais qui fonctionnait très bien. Donc, j'ai commencé comme chargée de communication et puis ensuite, je me suis retrouvée responsable de plusieurs entreprises qui étaient dans les semi-conducteurs. Et donc, j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec les semi-conducteurs. C'était aussi il y a quelques années. Et c'était l'époque où on découvrait qu'on pouvait faire des appareils photo avec un téléphone grâce aux semi-conducteurs. Donc, on remonte à quelques décennies déjà. C'était les débuts de la démocratisation de ces technologies pour fin tout le des monde. années 90, donc en plein explosion, boom des semi-conducteurs, du digital, les premiers sites web. Donc on est à cette époque-là et moi je m'occupais de promouvoir des gros fabricants américains, japonais semi-conducteurs qui exportaient en France en fait. D'accord, donc tu travaillais pour ces groupes depuis la France et tu gérais un petit peu leur communication à l'échelle. Donc, exactement, je faisais leur pub et puis j'aidais les ingénieurs d'application à imaginer, à aider des boîtes comme Safran, Thales à créer des produits à partir de ces semi-conducteurs. Il y avait des technologies, en fait il fallait aussi voir, qu'est-ce qui pourrait marcher pour le public, qu'est-ce qui fait un peu rêver, c'était aussi une partie du travail du coup, voir quelles pourraient être les applications de ces... Voilà, en fait, ce travail d'ingénieurs d'application de haut niveau pour imaginer tout le potentiel de ces semi-conducteurs qui arrivaient sur le marché.
Voilà. Et puis. Ça fait déjà 2 secteurs très différents. Donc là, ça ne te gênait pas de passer d'un secteur à l'autre. Il y avait ce qui te plaisait, c'était vraiment plutôt côté communication et ces liens. Et alors en fait, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est ce côté tech et comment traduire en langage clair, en tant que communicante, des choses complexes, des choses d'ingénieurs, des choses techniques. D'accord. Comment trouver les mots pour montrer tout ce que ça fait d'incroyable avec des mots simples, des langages simples, pour pouvoir le vendre, le faire connaître à tout le public. Voilà, petit challenge de littéraire. D'accord. Donc et puis aussi donner à voir avec des visuels, des photos. Voilà, c'est la com, le marketing. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont leur langage technique très précis, leurs produits, mais arriver après derrière à ce que ça parle à tout le monde, c'est là où il y a tout l'intérêt d'avoir. On peut dire que le rôle de communicant dans le domaine de la technologie, c'est un rôle de traducteur en fait. On va partir du langage des ingénieurs pour transformer ça en langage accessible pour des acheteurs tout simplement ou pour le grand public. En langage et en plus en tout le côté visuel, c'était aussi l'époque où il y a eu peut-être de plus en plus de le lancement, on va dire c'était pas uniquement des articles dans les journaux ou autres, le côté mettre en valeur un produit avec une vidéo ou des choses comme ça, c'était aussi une grosse part du travail. Oui, alors il y a eu la vidéo, mais moi j'étais encore à l'époque, on faisait des pubs aussi, beaucoup de pubs dans les journaux à l'époque. Donc il fallait faire des pubs sur des semi-conducteurs, le truc pas très sexy. Donc petit challenge. Et puis après, effectivement, on est passé au web et à toute la com digitale. Voilà. Donc tu as vraiment vécu cette transition en fait, puisque moi quand j'étais étudiante à la Sorbonne, je faisais des cours d'informatique, mais c'était vraiment des cours où on apprenait un petit peu à programmer, mais c'était vraiment la découverte. On avait les ordinateurs, à la limite, j'ai commencé en terminale à avoir des ordinateurs. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc là, il fallait arriver à suivre. J'ai vécu toute cette transition incroyable et je me suis passionnée par toutes les formes de technologie. D'accord. Et donc, semi-conducteur, après, tu es resté dans le secteur quelques temps, tu as fait autre chose après Alors, après, j'ai eu pas mal de petites filles. J'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même m'en occuper. Donc, j'ai fait une pause de quelques années. On est parti vivre dans le Tarn avec ma famille. Donc, je me suis rapprochée de Toulouse. Donc, bonjour aux Tarnais, bonjour aux Toulousains. J'ai découvert les joies du Sud-Ouest. Et quand ma petite de 4 ans, ma dernière a eu 4 ans, eh bien, je me suis dit, je vais reprendre le boulot. Et j'ai travaillé en communauté d'agglomération sur des problématiques de communication locale, territoriale, en lien avec tout l'écosystème. Donc, j'ai découvert tout un tas d'entreprises, beaucoup dans l'environnement. Et je travaillais pour communiquer sur tous les services de l'agglomération, tout simplement. Donc, un petit peu peut-être des produits moins techniques, mais par contre plus proches des là, personnes. On était très grand public, Donc, moi, je me suis occupée de refonte d'écosystèmes web où il faut communiquer auprès des habitants, tout simplement, pour leur expliquer comment trier leurs déchets. C'était l'époque où on commençait à prendre conscience qu'il fallait trier ses déchets, comment aller à la piscine ou comment se déplacer, prendre les transports, enfin tout un tas de problématiques, et aussi comment communiquer sur le pôle technologique qu'il y avait à côté d'Albi, toutes ces entreprises innovantes qui étaient en train de s'organiser en écosystème sur différentes thématiques, par exemple autour de la biomasse. D'accord. Donc pas mal de différents sujets économiques, de tous ordres. Les sujets d'un territoire, d'une collectivité que j'ai beaucoup aimé, que j'ai quitté à regret au bout de 3 ans. Et c'est là que j'ai intégré une entreprise plus d'innovation technologique, de recherche R&D, dans des domaines qui touchaient à la défense, au spatial, et aussi à l'environnement, à la cybersécurité. Donc une sorte d'entreprise touche à tout qui s'appelle Bertin Technologies. D'accord. Et qui avait été rachetée par une très belle ETI qui s'appelle CNIM. Et donc là, j'ai travaillé sur des grands systèmes
complexes pour la défense, par exemple les catamarans des débarquements ou des tuyères pour Ariane. Donc c'était un premier pas dans le secteur de systèmes voilà, à haute valeur ajoutée où tout se joue au micron près et puis des petits systèmes aussi pour la cybersécurité. Voilà. C'était un premier pas dans le secteur, justement, plutôt un secteur que tu découvrais, tout ce qui était voilà, donc spatial, j'ai aéronautique, la commencé à défense. travailler avec des ingénieurs qui étaient dans des bureaux d'études, qui réfléchissaient aux fusées de demain, aux lanceurs de demain, aux micro-lanceurs. Donc c'était l'époque où on se lançait dans les micro-lanceurs. Donc j'avais même nommé un micro-lanceur qui sera peut-être utilisé un jour, mais en tout cas qui était sur les papiers à cette époque-là. Et voilà, c'est là que j'ai découvert le salon du Bourget. Donc j'ai été exposante. Et puis tout un tas d'autres salons autour de la défense, du naval, de l'aérien, dans le monde entier. Donc voilà, beaucoup d'organisations d'événements. Beaucoup d'organisations d'événements, de marketing et puis de relations presse pour dialoguer avec tous ces journalistes qui s'intéressent à l'innovation, à la technologie et avec qui il faut... engager un dialogue et puis leur présenter les produits, leur organiser des voyages de presse, leur faire des démonstrations. Voilà, donc un travail en dentelle. D'accord. Et donc, oui, il y a aussi tout un aspect logistique aussi, parce que là, on va parler un peu du Bourget, où c'est aussi une composante assez majeure à ce niveau-là. Mais c'est une partie du travail, en fait. C'est arriver à avoir les bonnes personnes au bon endroit pour présenter un produit. C'était ce genre un petit peu de mission aussi quand on est... c'était déjà directrice de la communication, du coup, dans ce groupe-là? Oui, en fait, j'étais responsable innovation système du groupe NIM. Et effectivement, une grosse partie, c'est faire connaître les produits auprès de la presse spécialisée et présenter les produits en langage un peu plus clair. Toujours, on est dans cette idée de traduire, présenter, créer des temps de rencontre, des moments où on peut présenter les produits et puis créer des événements pour la presse ou tout simplement construire un stand où on va raconter une histoire avec un parcours un peu pédagogique pour faire découvrir au public les différents produits. Voilà. D'accord. Et donc là, c'était la dernière partie avant le GIFAS où il y a encore d'autres entreprises? Non, il y a eu une étape où là, c'était l'époque où il y avait une grosse prise de conscience écologique. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on est en 2018. Et là, je me suis dit, non, c'est bien la défense, mais j'aimerais faire quelque chose pour la transition énergétique. Et donc, je suis partie dans un institut de transition énergétique. Il y a une dizaine d'instituts de transition énergétique en France, chacun avec une spécialité. Et moi, j'étais dans la mobilité durable. Et donc là, j'ai travaillé sur les voitures électriques, les voitures autonomes aussi, et comment s'adapter en France et mettre en place, déployer tous les systèmes de recharge, comment trouver un standard de recharge aussi pour que tout le monde puisse se connecter à n'importe quelle borne sans se poser de questions avec 10 000 câbles et autres. Donc là, c'est dans un institut de transition énergétique qui s'appelle VDCOM. D'accord. Voilà, qui est basé à Versailles-Satory. Et c'est vraiment intéressant parce que là, vous avez un mélange de chercheurs donc, qui vont être dans les sciences dures, mais aussi des chercheurs dans les sciences sociologie qui m'ont fait découvrir l'importance d'innover aussi pour que le produit soit adopté. Il ne suffit pas d'avoir une idée géniale, une technologie géniale, il faut aussi qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit adoptée, qu'elle corresponde à un besoin, à un marché. Parfois, sur le véhicule autonome, on était prêt très tôt, mais le marché n'était pas prêt, la réglementation n'était pas en place. Donc il y a dans l'innovation tout un tas de cases à cocher pour que ce produit puisse démarrer et que tout s'aligne
Donc il y a un travail aussi à faire avec l'État, avec les collectivités, parce que les collectivités, elles servent de lieu pour tester ces produits. À petite échelle avant, parce Voilà. que vous réfléchissez à grande échelle, du coup, pour déployer sur tout un territoire, mais là, vous pouvez faire des micro-tests sur à des plus petites échelles. Avec Exactement. des collectivités. Et en fait, c'est ça que cherchent les instituts de recherche, c'est des partenariats avec des industriels, mais aussi avec des collectivités pour tester leurs produits en live et voir comment ça marche pour ensuite faire à plus grande échelle des déploiements. D'accord. Donc là, encore un autre secteur complet, c'était l'automobile, pas vu trop jusqu'à présent dans ta carrière, et donc là, c'était une autre découverte. Exactement, et ça a été passionnant. Alors après, il y a eu le Covid, et puis le véhicule autonome, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué, qu'il fallait beaucoup de moyens, que les grands moyens, c'était surtout aux États-Unis et en Chine. Et donc, la France est plutôt spécialisée dans les navettes autonomes. Et puis, VDCOM a continué son aventure et moi, je suis partie au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, donc toujours la R&D. Mais alors là, c'est la R&D en très, très grand, de la recherche approfondie à la recherche appliquée, avec bien sûr la recherche sur les énergies et pas que l'énergie nucléaire. Le CEA, c'est vraiment la recherche sur les énergies. Et donc, une aventure passionnante où j'étais responsable de la com du CEA de Saclay, qui est un très grand centre de recherche avec 12 instituts de recherche. J'ai eu le plaisir d'évoluer dans ce beau centre de recherche avant de rejoindre le GIFAS. Il y a 9 mois. Donc, je suis toute nouvelle au Juste avant le GIFAS. salon du Bourget. Donc, voilà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le GIFAS. On peut peut-être le rappeler. Peut-être après. Donc là, on a vu un peu on va peut-être, du coup, on va voir ce que le cursus d'Alix, et après, on reviendra sur le Bourget. Donc là, on a pu voir ta carrière donc, sur la communication, vraiment plein d'aspects dans plein de secteurs différents. Et donc, un moment un peu de défense. Et là, maintenant, le retour avec à fond aéronautique, le spatial, la défense avec le GIFAS. Mais on reviendra après sur l'émission du GIFAS. Je propose qu'on passe à toi, Alix, donc que tu nous parles un petit peu de ton cursus, mais aussi donc de ta passion pour le spatial, et donc je crois que tu as envie de nous parler d'une association en particulier. Bien sûr. Je souris depuis tout à l'heure parce qu'en fait, je me dis, déjà l'aventure est un peu moins grande, mais surtout elle est très similaire. Et je savais déjà un peu, mais encore plus rigolo de le découvrir encore plus aujourd'hui. Alors moi, je suis bisontine, mais j'ai passé une plus grande partie de ma vie dans le Tarn. D'accord. Voilà. Ah, on a un point commun, on découvre un point commun. C'est ça. Et du coup, forcément, le nez en l'air, parce que c'est pas comme à Paris, on a beaucoup plus d'avions tout le temps. Donc tout le temps à regarder, à essayer de découvrir où est-ce qu'ils vont, etc. À l'époque, il n'y avait pas les trackers ou quoi. Il n'y avait pas Flight Radar de brancher en permanence. Et puis, bien sûr, le passage sur la rocade à chaque fois, regarder l'arrière-écran d'Ariane 5, etc. Et puis les sorties à la Cité de l'Espace et aujourd'hui tous les autres sites culturels qui existent maintenant. Donc, biberonné au spatial et à l'aéronautique, mais je m'étais jamais forcément prédestinée à ça pour le coup. C'était une passion, tu n'avais pas forcément envie de faire carrière dedans. Tu aimais bien, mais... Moi, j'ai commencé aussi par la culture. D'accord. Voilà, et donc du coup j'avais plutôt commencé là-dedans, puis après je m'étais imaginé plutôt être gestionnaire aéroport. Et donc il y a un événement qui est arrivé et qui m'a finalement fait changer de voie, c'est le rachat de l'aéroport de Toulouse, pour lequel du coup a été vendu, et donc du coup je me souviens m'être dit que c'était peut-être pas forcément un endroit pour... un job qui m'intéresserait finalement, vu l'instabilité, etc. Le Covid est arrivé, donc bref, tout plein de questions pour quelqu'un qui voulait travailler dans la culture. Et il y a quelque chose qui restait, c'était les langues, l'international. Et donc du coup, la voie un peu classique, donc commerce. D'accord. Commerce international, un peu de séjour à l'étranger, et puis donc un master sur Paris. Donc c'est là que je suis arrivée à la capitale, donc ça fait 3 ans maintenant. Donc un premier master à la Sorbonne, plutôt côté management de projet. Donc c'est assez hybride puisque c'était dans le monde anglophone, donc full anglais, beaucoup de comment on appelle ça, d'études sociologiques associées. Donc ça c'était très intéressant, beaucoup d'économie réglementaire. Là, tu ne savais pas encore exactement ce que tu voulais faire derrière. Ça t'intéressait, c'était un domaine qui t'intéressait, tu gardais le spatial en passion un peu dans ta tête, mais pour l'instant, il n'y avait encore rien de fixé. C'est cette année-là que ça a changé, puisque avant j'avais eu plusieurs on va dire, stages en communication, donc plutôt la gestion de gros projets à appel d'offres.
au niveau public. C'était très intéressant, mais c'était pas forcément ce qui me plaisait. Je savais que j'étais plutôt bonne dans la gestion de projet, etc. Mais c'est pas encore ça. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas encore l'étincelle ou cette chose qui te fait lever le matin, etc. Et en fait, c'est arrivé totalement par hasard. C'est une offre d'Ariane Espace un jour. J'ai postulé en me disant que ce serait géant. Pour un stage, du coup, ou pour une alternance. Pour une alternance, pour, d'accord. Le fameux master à la Sorbonne. Et ça l'a fait. Donc voilà, je débarque à Évry-Courcouronnes. D'accord. Et dans les locaux d'Ariane Espace. Et je pense que tout le monde vous dit un peu la même chose quand il travaille dans le spatial. Vous tombez amoureux du produit, en général, ou vous tombez amoureux des gens avec qui vous travaillez, dans le bon sens du terme, je veux dire. Parce que c'est des gens passionnés, et ils se lèvent le matin, et ils font ça, et ils comptent pas leurs heures, et ils sont contents, ils vous parlent de ça avec des étoiles dans les yeux. Et c'est assez communicatif. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et en parallèle, du coup, un matin sur LinkedIn, une annonce... de la création du réseau qui est aujourd'hui un grand réseau, mais à l'époque c'était un tout petit réseau qui s'appelle ASTRE, donc l'Alliance stratégique des étudiants du spatial, que j'ai rejoint un peu sur un coup de tête, répondant à voilà, je sais plus ce que c'était, un Google Form sur LinkedIn. Et voilà. Et j'ai rejoint ASTRE, donc la première grande fournée, on va dire, de gens qui y sont arrivés, et j'ai aidé à co-construire donc les GT... qui sont, les groupes de travail, pardon, je traduis un peu. J'allais te demander ça. Qui constituent aujourd'hui ASTRE, mais à l'époque, c'était vraiment de la rencontre de gens qui aimaient bien le spatial ou qui avaient envie de s'y consacrer, ou des ingénieurs purs et durs qui étaient là depuis des années et qui avaient envie de discuter, de se rencontrer. Et voilà, et en fait, l'engrenage était lancé en deux... C'est venu assez vite, en fait, du coup, parce que le spatial, t'étais pas trop impliqué dedans. Tu arrives chez Ariane, tu vois des gens passionnés, ça t'intéresse. C'est ça. Et là, tu passes, du coup, à un groupe, donc ASTRE, plein d'étudiants. En tout cas, c'est des jeunes, c'est que des étudiants. C'est que des étudiants, ouais, donc okay. on est entre 18 et 26 ans, voilà, ça fluctue un peu. Donc c'est jeunes étudiants, étudiants et jeunes actifs, pardon. Essentiellement, en fait, ce qu'on met beaucoup en valeur, c'est plutôt en fait des gens qui sont assez néophytes, donc avec, on aime bien le dire, mais moins de 3 à 4 ans d'expérience dans le spatial. Et c'est ça, en fait, c'est un peu tout ça qui a fait que ça donne envie de rester, ça donne envie de découvrir tout ce qu'il y a, puisque c'est quand même infini. Et du coup, bien sûr, de tous les côtés, ça a alimenté. Et du coup, en deuxième année de ce master, j'ai rejoint le GIFAS. Et donc, c'est la belle histoire avec ASTRE, puisque j'ai reçu l'offre d'emploi à travers le réseau ASTRE. D'accord. Et voilà, en 2 semaines... En 2 semaines, c'était fait. J'ai arrivé au GIFAS en septembre, je sais plus, 2023. D'accord. Donc en un temps super court, tu passes de, je sais pas, je fais des études qui m'intéressent, mais je sais pas exactement ce que je vais en faire derrière, le spatial, je vois des gens passionnés, ça m'intéresse, je rejoins une étude, puis après ça s'auto-alimente, quoi. Tu travailles, t'arrives dans l'association et ça te ramène à un autre travail. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, nouvelle génération, on va là où il y a de la lumière, où c'est beau, où les gens, ça nous parle en fait, et du coup on y reste, on découvre, et puis je dis pas que je passerai peut-être pas ma vie dans le spatial plus tard, qui sait, il y aura peut-être de l'énergie, très sûrement de l'énergie d'ailleurs, il y aura peut-être plein d'autres choses, et ce qui est beau, c'est l'histoire qu'on arrive à en tirer pour le coup. Voilà, et puis un nouveau master, et du coup une 2e année à signer au GIFAS. D'accord. Et du coup plus côté cette fois-ci, donc avec une majeure défense et politique industrielle, donc ça c'était très intéressant de pouvoir lier un côté un peu plus technique, donc cette fois-ci, puisque le spatial c'est très fortement dual. Et donc, du coup, vous ne vendez pas du spatial comme vous pouvez vendre n'importe quel système. Et ça, c'était assez intéressant parce que, en fait, un ingénieur, il le sait par sa formation et il est très proche de son produit. Mais quand vous arrivez bac L, commerce international, il faut savoir ce que c'est foncièrement. Et du coup, c'était un peu la touche finale. Et le GIFAS m'a suivi pour la dernière année, et c'est bientôt la fin d'ailleurs. C'est bientôt la fin. Et ça rejoint du coup ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, le métier d'être traducteur de technologie vers d'autres personnes. Donc là, c'est exactement ce qui t'a permis la 2e année de master du coup. Enfin, la dernière année, ouais. Exactement. Et donc là, on en arrive au GIFAS, donc on a pu revenir un peu sur les cursus déjà bien diversifiés. Et du coup, on va commencer peut-être par toi. On verra après avec toi, Juliette. Le GIFAS, quand tu as candidaté, est-ce que tu connaissais ? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que ça t'évoquait ? Comment tu t'es renseigné ? Enfin voilà, parce que qu'est-ce qui t'a intéressé dans Alors, je connaissais
pas tant. En fait, je savais que ça existait, ce genre d'organisme, etc. Les noms, je les avais pas forcément. Je le savais puisque, du coup, moi, j'étais côté direction de la marque et de la communication. Donc, forcément, on avait certains contacts. Pas tant, finalement. Mais ce qui m'a attirée directement, c'est de pouvoir poursuivre, du coup, cette partie, donc, traduction. Mais surtout avoir plutôt ce rôle de représentation plus large d'un secteur. Et ça, c'est ce que j'avais déjà un peu touché à travers Astre, c'est d'être fier et d'être content de la filière spatiale. Ça vous fait rêver, vous, donc vous avez envie de faire rêver les gens. Et du coup, ça m'a de suite parlé de pouvoir rentrer, faire de la représentation de filière. Et le côté intéressant, c'était que du coup, c'était quand même vachement technique. Et c'était mêler les deux, à la fois avoir tout ça. le secteur qui était son secteur, du coup, devenu secteur de cœur, et à la fois avoir le côté technique. C'est ça, parce que moi, je connaissais les lanceurs, mais bon, bref, ça n'a rien à voir avec un satellite, ça n'a rien à voir avec tout le reste, parce que je vous parle que de ça, mais il y a énormément de choses différentes, des capsules, enfin bref, on va pas partir dessus, mais j'avais envie de voir les autres choses. Et c'est déjà super niche, le spatial. En tant que tel, autant ouvrir le spectre sur tous les acteurs. Voilà, exactement. Et du coup, c'était ça le plus intéressant, et puis d'être au contact de toutes ces entreprises, etc. C'était mais l'opportunité fou. Que tu non, c'était assez génial, et je n'imaginais pas trop que ça... Enfin, si, j'espérais que ça allait marcher, mais c'était une très bonne surprise de rentrer, d'arriver, découvrir une super équipe et d'avoir envie de rester surtout. Et ça, c'est le plus beau dans l'histoire. Donc là, on a pu voir le côté un peu spatial du GIFAS, mais du coup, si on devait décrire le GIFAS, vraiment nous dire, bah voilà, qu'est-ce que c'est le GIFAS, qui sont les membres et un petit peu peut-être les missions principales, parce que là, il y a une côté spatial, mais pas que, la grosse partie, il y a aussi l'aéronautique. Et un peu, donc, si tu devais décrire le GIFAS et en quelques mots, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, GIFAS, G comme groupement, ça c'est le plus important. C'est un groupement d'entreprises, tout simplement. Et c'est un groupement des industries, pardon. Oui, il n'y a plus force directe. Groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace, pardon. Donc, il y a aussi un groupement pour les entreprises du naval et il y a un groupement pour les entreprises de défense. Et moi, je connaissais le GICAT, qui est le groupement des entreprises de défense. D'accord. Dans le cadre de tes précédents... Dans le cadre de mes précédentes missions. Ouais. Donc, ces groupements, ce sont des entreprises, des industries en l'occurrence, qui se rassemblent pour travailler ensemble sur des sujets communs. Et avancer ensemble, parce que l'union fait la force, en fait. Et donc, c'est un lieu privilégié d'échange pour mener des projets ensemble. Moi, j'avais connu le GICAT parce qu'on se retrouvait ensemble pour parler communément ensemble à la presse, pour organiser ensemble le salon Eurosatory, qui est un salon dédié à la défense. Eh bien, c'est pareil pour le GIFAS. Le GIFAS. Oui, c'était bon. Le GIFAS, lui, organise aussi son salon, qui est le salon du Bourget. Et donc, le GIFAS, c'est pas seulement les grands groupes qu'on connaît, comme Thales, Dassault, Airbus. Derrière, il y a toute une supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs de rang 1, de rang 2, des équipementiers d'abord, des fournisseurs de toutes sortes, tout un tas d'entreprises qui sont méconnues et qui contribuent à produire les 3 millions de pièces que vous avez dans un Airbus. On a besoin de toutes ces entreprises et le GIFAS, c'est le rassemblement de toute une filière, en fait, parce que aujourd'hui, le GIFAS regroupe plus de 500 entreprises. Et il y a des PME, des startups, des ETI. Alors, ETI entreprises de taille intermédiaire. Voilà. Il y a des grands groupes, souvent ce qu'on appelle des donneurs d'ordre. Donc, eux, ils ont des besoins, ils créent les produits. Et ensuite, ils s'adressent aux équipementiers et aux différents sous-traitants des équipementiers pour créer cette chose extraordinaire qu'est un avion, un aéronef, enfin un hélicoptère, une fusée, un lanceur, bref. Tous ces appareils extraordinaires, c'est le fruit d'un travail de toute une chaîne, en fait. Ouais. Et chaque maillon de la chaîne est vital. Et donc, la filière a intérêt à protéger les maillons de cette chaîne parce qu'on a besoin les uns des autres.
Donc, C'est tout l'intérêt du GIFAS, d'où c'est d'arriver à l'importance mettre tout le du monde groupement. ensemble. Pour Voilà. que ça- Donc, c'est d'abord un lieu de travail, d'échange, de collaboration. C'est aussi un interlocuteur pour l'État parce qu'on interagit beaucoup avec des ministères, des collectivités territoriales. Donc, c'est un porte-parole de la filière. Et il va aussi s'attacher parfois à défendre la filière, à défendre ses intérêts pour qu'elle puisse continuer tout simplement à se développer, à vendre, à survivre, à être résiliente quand il y a des coups durs, des problèmes de matières premières, des problèmes de taxes, voilà, toutes sortes de tensions. Donc, Ça le permet d'avoir une GIFAS, voix commune, en fait. Ça rassemble tout le monde, ça permet de soutenir Ouais. tous les maillons, mais ça fait aussi une voix commune pour tout un secteur qui a des problématiques communes et qui a besoin de pouvoir s'exprimer. Oui, représenter un écosystème en tant Ok. que tel, c'est très Voilà. important. Et c'est comme ça qu'on est le plus fort, comme tu l'as dit. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça va bien au-delà d'un lobby, parce que parfois on dit oui c'est un lobby, mais un lobby ce n'est pas que porter la voix de quelqu'un ou défendre des intérêts, c'est juste faire en sorte que ces entreprises puissent se développer, vivre, produire aussi des produits de bonne qualité qui respectent l'environnement, donc se mettre ensemble pour voir comment on peut faire pour faire cette transition écologique ensemble, en se mettant autour de la table et en trouvant des solutions pour avancer ensemble. D'accord, donc là, c'est une des grosses missions des GIFAS, c'est rassembler tout le monde et vous aider à porter un peu la voix donc, sur l'extérieur de tous ces membres, mais vous pouvez aussi les aider individuellement. Par exemple, j'ai en tête une entreprise de petite taille qui aurait des difficultés et qui aurait peut-être pas tous les interlocuteurs. Vous allez pouvoir l'aider Exactement. concrètement, vraiment être en contact avec elle et donner des relations, que ce soit avec l'État ou autre. Vous allez pouvoir aider Exactement. à l'échelle de l'entreprise. Voilà, on va l'aider pour lui, on va la soutenir, lui indiquer les endroits où elle va pouvoir se faire financer quand elle a des problèmes de financement, de trésorerie, ou quand elle a des problèmes avec un sous-traitant qui n'est pas correct, ou un donneur d'ordre, ou un client qui n'est pas correct. Et on va l'accompagner, on va aussi avoir des personnes qui vont aider les différents acteurs à se parler entre eux, s'il y a des problèmes de Les dialogue, collèges des de médiateurs. médiateurs. Voilà. Ok. Donc on va accompagner aussi ces entreprises à devenir meilleures d'un point de vue opérationnel pour pouvoir être sûr de délivrer des produits de qualité, tout simplement, parce qu'on est dans un secteur où la qualité et la safety sont hyper importantes. Bien sûr. Donc, C'est quand même le fer de lance de l'industrie aéronautique, Voilà. c'est d'avoir réussi à améliorer la sécurité depuis le début dans les années 50 de l'aviation civile, et il faut réussir à garder cette ligne. Quoi. Et pour ça, il ne faut pas seulement faire des produits de bonne qualité, il faut avoir toute une excellence opérationnelle à toutes les étapes du processus et dans tous les processus opérationnels. Voilà. Et aussi dans les relations avec clients, fournisseurs. Donc voilà, ça permet de mettre de l'huile dans la machine à plein de niveaux. Exactement, et que tout le mettre monde de se l'huile parle. dans la machine. J'ai- Bravo. et donc du coup, Et parfois mettre du booster aussi dans la machine. arriver Ouais. à... Ouais. Ouais. Et du coup, au niveau des membres, concrètement, comment ça se passe? On adhère au GIFAS. Dès qu'on est une entreprise aéronautique, c'est bon, comment ça se passe? En fait, on adhère au GIFAS. Bah, c'est comme une association. Quand D'accord. tu adhères à une association, bah, tu payes une petite cotise, 30 D'accord. €, etc. Bah, là, pareil, tu vas payer une cotise. Si tu es gros, tu vas payer plus. Si tu es Bien sûr. petit, tu vas payer moins. Si tu es une start-up, tu vas encore payer moins. Et on va t'accompagner et on va te soutenir en tant que start-up. Donc, le GIFAS a créé un club de start-up qui s'appelle Starter. Qui a un peu plus de 3 ans de mémoire. Et on a déjà 90 startups présentes dans ce club. Qui est à la fois du l'aéronautique. spatial, si jamais. D'accord, ce que je veux dire, c'est à la fois l'aéronautique, le spatial. Là, c'est Oui, pour c'est ça, les deux. Civil et défense. Ouais. D'accord. Ouais, ok. civil, défense. Ok, Ouais. donc c'est vraiment accompagner un maximum de l'écosystème qui est en train de se lancer. Il y a tellement de Exactement. similarités dans Et tous là, les c'est secteurs pareil, que vous c'est les aidez. grands qui couvrent les petits et qui les aident à se développer, qui vont leur donner leur carnet d'adresses aussi, les trucs, les astuces. Et en fait, le GIFAS organise des commissions. Ce sont des grandes réunions, en fait, où il y a des représentants de différentes entreprises qui sont bénévoles, qui sont volontaires et qui vont venir se mettre autour de la table sur différents thèmes. Voilà. Donc, par exemple, il y a le thème, la commission espace. Donc, il y a 18 D'accord. commissions. Mhm. Et donc, tous ceux qui sont intéressés par des problématiques autour de l'espace vont venir se mettre autour de la table
et ils vont être la voix de la filière spatiale, en fait. Ils vont faire remonter les problématiques et essayer de chercher des solutions pour résoudre ces problématiques. Exactement, donc il y a des sujets des fois qui viennent de l'écosystème et qui remontent, et de là on met du coup des actions pour voir comment est-ce que on peut soit améliorer, soit optimiser, enfin il y a sur plein de sujets différents. Des fois, c'est nous qui proposons des sujets, donc c'est beaucoup d'échanges en fait en tant que tel. Et ce qui est assez pratique, c'est que en fait, on est une assez petite structure. Je sais 45 pas, mais personnes. ça fait D'accord. toujours intéressant de le mentionner. Finalement, on est 45, donc le SIAE n'est pas compté dedans en tant que tel. Donc 45 personnes, ça vous permet quand même une certaine agilité. Et comme je l'ai dit, du coup, on est découpé en différentes directions. Donc direction de communication, évidemment, mais direction défense, direction affaires industrielles, Le spatial. le spatial, évidemment, qui regroupe aussi, du coup, la commission R&D et la commission environnement. Et direction internationale. voilà. Affaires Évidemment, bien internationales, sûr, très j'oublie la important. plus importante. Parce qu'on n'a pas parlé de la dimension export. En fait, le GIFAS va aider ses membres à aller à l'export. D'accord. Parce qu'en fait, pour survivre, il faut vendre à l'export. En fait, ça va pas être suffisant de vendre qu'au marché français. On aimerait bien ne vendre qu'aux Français, mais C'est pas le cas. il va falloir vendre les produits pour qu'ils soient rentables. Donc, on va accompagner surtout les plus petits en organisant des délégations qui vont partir dans un pays, en organisant des pavillons français dans des salons et en fédérant les acteurs pour les faire venir. On va vraiment les accompagner à l'export. Donc l'année est assez rythmée l'année est assez rythmée par ça en fait, par des événements, des commissions et des regroupements. En fait, vous essayez de multiplier les occasions où des acteurs peuvent aller soit se vendre, soit se rencontrer entre eux autour de commissions, comme tu le disais, soit aller se vendre à l'international ou dans d'autres salons. C'est un peu ça qui rythme l'année du GIFAS. Voilà, et il va y vos avoir journées. tous les salons qui rythment à l'international l'année. Et puis, des centaines de réunions de commissions. C'est vraiment un grand lieu de rassemblement. Donc, toute la filière se retrouve finalement ici à 2 pas de l'aéroclub. C'est l'immeuble au-dessus de l'aéroclub. Vous êtes même. nos voisins. Voilà. Donc, en fait, au-dessus de l'aéroclub, on ne sait pas, mais il y a quelques étages au-dessus dans lesquels toute la filière se retrouve régulièrement. Et notamment tous les grands patrons de la filière. Même des concurrents, du coup c'est tout l'intérêt, c'est que le GIFAS ça peut regrouper des concurrents mais qui ont Tout intérêt à à fait. travailler ensemble Tout pour à aller fait. se vendre soit à l'international en tant qu'industrie française ou même peut-être avec les instances de régulation, on pense les ASA, genre de choses, ça peut permettre de mettre un peu tout le monde en relation et de se mettre un peu d'accord avant d'aller voir Il y a ce une genre vraie de... zone blanche, en effet, Ouais. c'est très intéressant. Et évidemment, donc, la plus grande action pour l'export, c'est le salon du Bourget. C'est surtout Qui ça. est quand même le gros événement. Donc là, on peut justement y venir. Donc le salon du Bourget, tu disais que c'était un peu à côté. Donc c'est le GIFAS, il prend beaucoup parti. Mais du coup, comment fonctionne l'organisation? C'est quoi la relation? Alors on a reçu Guillaume Bourdeloup qui a commencé à nous en parler. Donc il y a peut-être un mois maintenant. Ça va faire 4 semaines facilement. Ouais, le temps passe vite. Mais du coup, comment s'articule cette relation entre l'organisation du salon du Bourget et le GIFAS? Est-ce que Tu veux répondre ? Je peux commencer. Le SIAE, donc voilà, très littéralement le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, c'est une filiale du GIFAS. Donc c'est une équipe en tant que telle. Donc on a un grand slogan, c'est quand on a fini le Salon du Bourget, il y a de nouveau le Salon du Bourget. Donc c'est une équipe qui travaille en boucle. Donc c'est tous les 2 ans. Donc c'est assez impressionnant. C'est le plus grand salon du monde, de l'aéronautique et de l'espace. C'est assez impressionnant. Et je n'ai pas le nombre exact de gens qui y travaillent, mais c'est une petite équipe Ils sont aussi. 25, mais ils vont tripler leur effectif C'est ça. dans les mois qui précèdent le Ils salon. sont boostés, en effet, sur quelques mois. Donc, c'est une équipe ultra dynamique qui va vraiment s'occuper de concevoir le salon, tous les espaces qu'il y aura à l'intérieur, et de vendre les espaces aux exposants. Voilà, donc il y a une ils sont entièrement dimension... autonomes du coup. Là, même pour ce qui est communication, ou est-ce que c'est du coup en tant que Ils ont directrice une équipe communication sur le salon en tant que tel.
communication auprès des exposants, puis communication auprès des grands publics, parce Bien qu'on sûr. a une billetterie grand public, et donc ils vont organiser toute cette commercialisation, et puis voilà. Mais le GIFAS est très impliqué. Par exemple, l'affiche du salon, l'affiche grand public du salon que vous avez vue avec ce petit enfant qui donne la main à un pilote, ou on ne sait pas très bien. ou Celle un de cosmonaute. derrière. Ouais, exactement. Voilà. On la voit juste là. Voilà, derrière vous. Voilà, cette affiche-là, elle a été proposée par le salon, l'équipe du salon de Bourget, mais c'est vrai qu'il y a eu des personnes du GIFAS qui ont aussi donné leur avis pour que tout le monde et tous les industriels qui sont derrière soient contents de cette affiche et qu'elle représente bien la filière. Oui, donc tout le monde est mobilisé au sein du GIFAS. Il y a le salon qui est un peu autonome, mais dès qu'il y a besoin d'un petit coup de main, ou en tout cas d'essayer de s'accorder pour que ce soit bien cohérent des besoins des membres, vous êtes peut-être côté GIFAS un peu plus au courant de ce que veulent les membres du GIFAS, et là ça Exactement. permet de faire le lien en Et fait. des enjeux de la filière. Bien sûr. Voilà, nous, ce qu'on va apporter aussi, c'est du contenu dans le salon sur des thématiques qui sont importantes. Et là, la thématique qu'on a voulu mettre en avant, c'est le spatial cette année, parce que c'est le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, avec un grand E. Cette année, on a voulu mettre en avant. Mais il y aura d'autres thématiques qui seront mises en avant et qui sont amenées aussi par des équipes du GIFAS qui sont des experts, qui sont des sachants. Sur la décarbonation, donc avec le Paris Air Lab, ou sur l'intelligence artificielle, les thématiques du moment, voilà, vont être aussi amenées en termes de prise de parole par des personnes du GIFAS. Donc c'est vraiment une collaboration entre les deux équipes. Donc là, ouais, on voit que c'est vraiment lié. Enfin, le GIFAS, le salon est un peu autonome pour toute la côté peut-être un peu logistique, une bonne Oui, partie. Organisation, Et organisation. conception, Et par contre, vous allez proposer derrière beaucoup de choses en lien. Mais alors, ça se passe comment concrètement? Vous posez autour d'une table et vous dites, tiens, du coup, on se fait une petite liste de tout tous les besoins de la filière, que ce soit aéronautique, spatiale, décarbonation. Exactement. Et après, vous dites, tiens, comment on le met en... Enfin, voilà, comme un peu au niveau coulisses, ça se prépare combien de temps avant? Comment ça se met en place, ce genre de choses? Tout le temps. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est tout le temps dans les esprits, donc c'est comme on l'a dit, c'est vraiment un événement qui s'inscrit dans les événements, enfin je veux dire dans les priorités du GIFAS, donc déjà à l'export. Et donc du coup on a l'habitude de travailler sur ces sujets, donc c'est souvent par direction. Donc la direction des affaires internationales, elle prépare la prise de contact par exemple avec délégations internationales, ils passent peut-être aussi des contacts d'entreprises qu'ils ont pu voir sur place, qui sont intéressées pour le Salon du Bourget vers la commercialisation, enfin la direction de commercialisation côté SIAE. Enfin il y a plein de choses comme ça, et notamment du coup pour le Paris Space Hub qui est la grande nouveauté de cette année. Donc c'est vraiment au sein de la commission espace que le projet est aussi né, et qui a ensuite été amené, proposé au niveau GIFAS en tant que tel, et puis de là amené au SIAE, et on a commencé à travailler ensemble. Donc là pour le coup c'est vraiment des réunions de copil, de coproc, de la vision, avec en face... Copie et le comité de pilotage, coproc, comité Désolée. de programmation, beaucoup de jargon de la- réunions. Bienvenue dans l'aéronautique. Voilà, je c'est me surprends à pas très bien traduire. Non, mais voilà, donc du coup, vous avez vraiment la côté logistique, donc il va vous faire la traduction de ce que vous avez envie de dire et de montrer. Et c'est une très belle collaboration, puisque finalement, on en est qu'à quelques jours et on a très hâte de voir. Vous avez commencé à le voir prendre forme. Là, du coup, par exemple, l'exemple Oui. du Paris Space Hub, vous y êtes déjà allé, vous avez vu à Bien quoi sûr. ça commence Ouais, à... j'y étais hier. Donc on a tardé à aller le voir finalement, enfin en tout cas moi, puisque bon, on y est, enfin beaucoup d'équipes y sont déjà depuis quelques mois. Mais moi pour le coup je l'ai vu que hier, et ça prend tout doucement forme. C'est Et, D'accord. et là, quand tu vas avec tes yeux d'alternante au GIFAS ou avec tes yeux de passionnée? Alors, il y a les deux. Premièrement, très contente de voir qu'il y a un espace pour l'espace. Premièrement, parce que ça veut dire que je ne suis plus en train de chercher sur chaque stand est-ce qu'il va y avoir une petite maquette de Ariane 6 ? Est-ce que je vais voir un bout d'étuyère Enfin, ce qui est bien, c'est que là, je vais rentrer et on est plongé direct. Donc là, ça va parler à beaucoup de gens. Et puis le spatial, c'est super facile à mettre en avant. Oui, sur le côté visuel, c'est vrai que par rapport au magnifique, microprocesseur, une fusée, c'est c'est vrai ça. que c'est assez facile à Ouais, mettre ça marche en très bien, avant. ça marche Donc très là, il va y bien. avoir quand même 53 exposants réunis dans le D'accord. Paris Space Hub. Mm. Alors, il y aura d'autres exposants du spatial partout dans le salon, parce Bien qu'on sûr. ne peut pas les mettre tous dans le même endroit.
Il y en a beaucoup qui sont sur des pavillons internationaux, donc c'est normal, ils restent souvent par grand pays, par grande région. Ce qui fait sens aussi, enfin voilà, faut que ça soit adapté. Sens aussi, mais c'est vrai que c'est quand même chouette d'avoir pu rassembler beaucoup d'acteurs du spatial français et européen dans cet espace Paris Space Hub. Ouais. Donc hâte de voir ça, on y sera en hâte de le voir en tant que passionné aussi. on a pris rendez-vous. Et donc du coup ça c'est une partie de l'organisation. Et sinon sur du coup par exemple plus l'aspect communication, comment ça se prépare un peu? Il y a tous les membres arrivent avec un cahier des charges. Nous on veut être mis en avant de telle manière. Est-ce que vous avez des actions qui nous permettent de mettre ça en avant? Comment ça se passe un peu sur l'aspect vraiment communication, à la fois du coup en interne pour dire aux membres tiens on va faire ça, comment est-ce que vous voulez vous greffer, ou alors en externe on a prévu ça, on va essayer de le mettre bien en avant. C'est quoi un peu les coulisses de la communication d'un événement aussi important? Alors il y a vraiment c'est vraiment aux manettes au départ l'équipe du SIE qui travaille sur tout pour marketer le salon tout simplement. Et après seulement l'équipe du GIFAS va apporter des renforts pour faire connaître auprès des médias et être l'interlocuteur de toutes les demandes médias. Parce que les demandes affluent. Et donc, on va travailler avec beaucoup de journalistes, en fait, pour organiser des interviews, pour leur donner des billes sur tel sujet. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les journalistes, en fait, ils travaillent depuis des mois pour préparer leurs articles. Et ils ne les sortent pas du chapeau la semaine du Salon du Bourget. Non, ça fait des semaines qu'ils travaillent dessus. Et nous, on les alimente, on les nourrit. On va chercher l'info auprès des sachants. Et on leur organise des rendez-vous pour qu'ils puissent alimenter leur sujet, avoir éventuellement des rendez-vous, des visites. Alors, certains industriels organisent ce qu'on appelle des voyages de presse avant le salon. Comme ça, les journalistes ont pu découvrir les nouveautés et vont pouvoir en parler au moment du Salon de Bourget et transmettre ça au grand public et aux professionnels aussi. Mais ça, c'est possible quand on a un voyage de presse, c'est possible quand on a Airbus, quand on a un gros industriel. Pour les petites startups, du coup, tout l'intérêt des rendez-vous est d'arriver à mettre en relation journalistes et plus petits acteurs qui seront aussi mis en valeur. Exactement. Donc, nous, tout notre travail, c'est de flécher aussi les journalistes vers les petites pépites qui ne connaissent pas forcément, vers les stands de start-up, parce qu'il y a des start-up qui sont regroupées à certains endroits. Donc, par exemple, le GIFAS a un stand avec toutes les PME et les start-up de l'aéronautique. Et puis, sur le Paris Space Hub, il y a un autre stand GIFAS avec toutes les PME et les start-up du spatial. Donc, les gens savent qu'ils vont pouvoir retrouver toutes ces entreprises sur nos stands. Et puis, il y a aussi un autre espace qui s'appelle Start Me Up, qui est propulsé par le Salon du Bourget pour permettre aux startups de se faire connaître, de pitcher, avoir des endroits où pitcher, avoir des rendez-vous B2B pour se vendre à des investisseurs. Voilà. Donc, il y a des espaces vraiment dédiés aux startups pour les mettre en avant. Et puis après la com, c'est aussi communiquer sur tout ce qui va se passer, tout un tas de temps forts qui vont avoir lieu pendant le salon, et puis sur les grandes opérations mises en place par le salon. Donc on a parlé beaucoup du Paris Space Hub, mais il y a aussi le Paris Air Lab, où on va découvrir plus de 100 briques technologiques, projets pour l'avion décarboné. Qui est un des gros... Très très beau d'ailleurs. Très, voilà. très beau. Qui est un des gros enjeux du secteur un et donc des du gros GIFAS, enjeux de la c'est filière, décarboner la filière. Voilà. D'où du coup une belle vitrine qui est le Bourget pour présenter ses solutions et montrer un petit peu où on en est actuellement. Et expliquer de façon pédagogique que tout ça, ça prend du temps, on est sur du temps long, et qu'il faut aligner toutes ces idées pour qu'à un moment, on se décide sur la technologie qui ira bien, et qu'ensuite, toute cette fameuse supply chain se prépare son outil industriel pour délivrer le bon produit au bon moment, et jouer son rôle dans cette chaîne de valeur.
Donc il y a un peu à la fois le côté grand public, mais aussi pour la filière en général, d'arriver à montrer un peu où on en est, à quoi ça pourrait ressembler, parce que bah oui, peut-être un petit fournisseur d'un tout petit composant, il va peut-être aussi découvrir des choses lors du salon, rencontrer d'autres personnes, et c'est aussi l'occasion de leur partager ça lors du salon. Ouais, C'est ça. ouais. Ok. Et le Paris Serlade, on l'a vraiment conçu comme un parcours, donc on a vraiment travaillé dessus mois après mois avec tous les industriels. On a réfléchi à comment rendre ça un peu pédagogique. Donc, c'est vraiment un parcours que vous allez pouvoir découvrir pas à pas sur tout ce qu'il y a dans un avion et tout ce qu'il va falloir transformer pas à pas jusqu'à la partie recyclage, comment on va faire pour recycler l'avion, comment on va gérer autrement les aéroports pour rendre cet avion plus respectueux de l'environnement. Donc c'est assez génial, ça met bien en avant le concept de briques technologiques. Actuellement, il y a plein de petites choses qui se développent, mais à des petites échelles. Et un jour, il faudra réussir à assembler tout ça. Mais quand ce sera mature, il faut laisser le temps aux technologies. C'est ce qui sera. Alors, aussi c'est pas l'occasion de seulement laisser le temps aux technologies, c'est aussi les aider. Bien sûr. Et le GIFAS aussi travaille pour qu'on puisse financer ces innovations, parce que faire la recherche, ça coûte cher. Bien sûr. Et on ne peut pas rarement le faire tout seul, investir des moyens très importants de recherche. Il faut du coup du soutien. Et donc nous, on travaille aussi à obtenir ce soutien de l'État et que ce soutien puisse aider tout un écosystème, tout l'écosystème des petits, des gros, des moyens, pour les aider à travailler ensemble. Et faire de la recherche collaborative qui ensuite pourra les aider à se développer et à répondre aux besoins de l'avion du futur. Vous travaillez beaucoup avec le CORAC, du coup, j'imagine, par exemple, Oui. qui est l'organisme français qui finance un peu ces technologies, Voilà. ces recherches. Okay. Ouais, on est très évidemment directement impliqué dans le CORAC pour animer cette recherche en France, voilà, ce levier, quoi. D'accord. Le CORAC est vraiment un levier d'innovation pour passer du rêve à la réalité. Bon, c'est assez génial. Moi, j'apprends plein de choses sur le Bourget et sur les actions du GIFAS en lien avec le Bourget. Je propose qu'on passe peut-être à une des actions aussi qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui. Il y a l'affiche derrière vous. Donc, c'est le projet Femmes de l'aéro et du spatial. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Voilà, là. donc là, c'est la version anglaise, Women in Aerospace. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, l'une ou l'autre, comme vous voulez, sur la genèse du projet, en quoi ça va consister et voilà, pourquoi est-ce que ça a été lancé? Je parlerai de mon expérience avec Astre. Ouais. Oui, alors donc, tout simplement, le délégué général a demandé à ce qu'une équipe projet se monte pour organiser un événement autour de la féminisation de la filière. Pourquoi ? Parce que on constate que il y a moins de 30% de femmes dans la filière, qu'on a du mal à recruter des femmes. Et pourtant, il y a des femmes qui travaillent dans tous les domaines dans la filière et qui s'éclatent. Donc pourquoi pas plus de femmes ? Et comme la filière va énormément recruter dans les années à venir, au vu du carnet de commandes et de toutes les ambitions qu'on a, on va recruter encore cette année 25 000 personnes. On aimerait bien que la moitié de la population soit représentée. Et donc, on y travaille beaucoup. Ça, c'est une des actions importantes du GIFAS, on n'en a pas parlé, c'est toute la dimension attractivité de la filière, recrutement. Il y a une opération qui s'appelle l'Aéro-Recrute au Salon du Bourget, justement autour du recrutement. Et il manquait cette dimension féminisation. Donc on s'est mis autour de la table, on a créé un petit comité de pilotage et on a monté cette opération Femmes de l'aéro et du spatial, qui est la première édition cette année. Oui, puisque l'aéro-recrute, c'est un mouvement un peu plus général, ça existait déjà il y a 2 ans au Bourget. Et là, en fait, l'aéro-recrute, c'est vraiment une campagne de communication pour faire connaître les métiers de l'aéro et faire connaître aussi des entreprises qui recrutent dans l'aéro. Femmes de l'aéro et du spatial, donc c'est le nom qu'on a donné. C'est une opération au Salon du Bourget pour célébrer les femmes, tout simplement, dans la filière. Et on a commencé par créer ce logo qui a une forte symbolique. On a montré cette femme qui, à la fois, rêve du ciel et qui a un petit côté déterminé, parce qu'il faut un petit peu de courage pour se lancer. Et c'est vrai qu'il y a moins de femmes, donc on a un petit peu peur d'y aller. Mais une fois qu'on y est, on est heureux.
Et on voit cette femme qui regarde la planète Terre avec bienveillance et qui a envie de faire des choses belles pour sa planète. Et voilà, toi, tu es une fille, tu es une femme, tu peux rejoindre la filière, tu peux contribuer à réaliser ces beaux aéronefs et à faire réaliser ce rêve de voler dans le ciel. Et donc voilà, c'est un message qu'on veut envoyer aux filles, aux femmes, à travers le Salon de Bourget, qui est une très belle caisse de résonance pour faire connaître toutes ces femmes en fait qui sont dans la filière déjà, qui s'amusent, qui s'éclatent et qui vont partager pendant toute la semaine ce qu'elles font, leur métier. Donc c'est vraiment l'axe principal. Hein. Il y a donc cette action qui est lancée et l'idée c'est de montrer des exemples de personnes qui travaillent et qui vont pouvoir partager sur ce qu'elles font, comment elles en sont arrivées là. C'est l'idée du projet. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire témoigner un maximum de femmes auprès de lycéennes, de collégiennes qui vont venir pendant la semaine. Oui, parce qu'en fait, c'est pas en sortie d'école, une fois qu'on a fini ses études, il faut remonter assez loin. Et donc, c'est le collège-lycée, c'est là. Exactement. On s'est aperçu qu'en fait, ça remonte à très très tôt, ça remonte au primaire, peut-être encore plus tôt. Et les petites filles ont besoin de pouvoir se projeter aussi et de voir qu'il y a des femmes qui travaillent dans ce domaine-là. Parce que sinon, elles vont s'auto-censurer en se disant c'est réservé aux hommes, donc je vais pas y aller, je vais faire autre chose. Il faut faire germer l'idée à l'intérieur. Voilà. Et donc, on a besoin, nous les filles, aussi de lire des bouquins, des BD avec des filles qui sont pilotes, des filles qui sont ingénieures, des filles qui sont techniciennes. Voilà, donc on a besoin de ces rôles modèles et donc c'est ce qu'on a voulu faire à travers ce temps fort. Et donc, on a demandé à tous les exposants de faire quelque chose. Donc, on leur a envoyé un email. Donc là, en tant que GIFAS, vous demandez à tous... Alors, en tant que GIFAS et Salon du Bourget, c'est vraiment une opération Salon du Bourget avec le GIFAS, une opération tous les deux. Mais on s'est appuyé aussi sur des partenaires clés qui sont très experts dans le domaine de la féminisation. On s'appuie sur Aérométier, qui est une organisation qui fait connaître les métiers de l'aéro, et qui a créé un label Féminisons les métiers de l'aéronautique et du spatial. D'accord. Et donc, il y a des entreprises qui adhèrent à ce label et qui essaient de faire des choses pour les femmes. On s'est appuyé aussi sur Elle Bouge, qui est une association avec des femmes bénévoles qui vont marrainer des jeunes filles, qui vont leur faire découvrir leur métier, leur faire visiter leur entreprise. Et il y aura toute une délégation de jeunes filles accompagnées de leurs marraines qui vont venir visiter Salon Bourget. C'est génial, de quoi mettre des étoiles dans les yeux et de vraiment ça se concrétise. Ouais, ça va se passer le jeudi surtout. D'accord. Et elles vont faire le tour de plein de stands où elles vont rencontrer d'autres femmes et voilà, avoir des démonstrations en exclusivité. Voilà. Donc, on s'est appuyé sur ces deux organisations. On s'est appuyé aussi sur l'Aéroclub de France et puis sur le Musée de l'Air et de l'Espace, qui sont un peu nos partenaires fondateurs. Mais vraiment, on a voulu envoyer un message en disant la féminisation, c'est l'affaire de tous. Donc, vous, tous les exposants, que vous soyez français ou étrangers, on vous propose d'apporter votre petite pierre, un témoignage, un jeu, une exposition, voilà, faites appel à votre créativité, faites quelque chose. Et au début, c'était un peu timide, et puis finalement, il y a eu un super engouement, et là, on a plus de 100 animations pendant toute la semaine, avec un gros temps fort le vendredi, où là, on a un espace qui s'appelle l'Avion des métiers, où on va avoir énormément d'ambassadrices femmes, des étudiantes pour présenter les formations, et des professionnels des métiers en tension, les métiers où on a le plus besoin de recruter. Et c'est vraiment des métiers qui s'adressent à tous les niveaux. Donc, pas besoin d'avoir fait Bac+8 pour venir. Vous pouvez avoir un CAP et vous allez trouver un job qui vous permettra, vous aussi, de participer à la construction d'aéronefs. C'est quand même un des gros atouts de la filière, c'est de proposer à tous les niveaux, en plus de former, parce qu'il y a des fois des choses tellement spécifiques que la filière forme aussi beaucoup les métiers dont elle a besoin. Donc c'est l'occasion de mettre tout ça en valeur. En plus, du coup, le vendredi, c'est traditionnellement vraiment axé sur les étudiants. Je crois que c'est alors c'est gratuit pas que pour les collégiens et étudiants. il y a les étudiants. Donc les étudiantes, vous les filles, venez aussi. C'est gratuit pour vous le vendredi. Donc venez.
Et il y aura vraiment un programme de dingue pour vous. Donc, toutes les heures, même parfois, il y a plusieurs choses à la même heure. Et vous allez vraiment pouvoir rencontrer des femmes qui vont vous parler de comment elles vivent leur job au quotidien. Et je vais peut-être te passer la parole. Du coup, comme j'ai cru comprendre que ton association Astre exposait, donc vous avez été impliqué. On vous a donc c'est un peu pareil comme n'importe quel autre exposant. On vous a demandé qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc comment ça s'est passé toi dans l'association? On vous êtes dit qu'est-ce qu'on va proposer? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'histoire elle est aussi jolie parce que on a fait un constat à l'AG de l'année dernière qui était assez intéressant. Donc aujourd'hui, je vais donner un peu des chiffres pour qu'on se situe. Astre, c'est à peu près, on est 150 je crois maintenant, donc en 2 ans c'est assez énorme. Donc 150 jeunes passionnés spatial. Les jeunes, c'est vraiment jeunes étudiants. Oui, il y en a autant. On existe. Ce qui était intéressant de voir, c'est que en fait on avait un tiers d'ingénieurs et le reste de métiers support, comme on appelle ça un peu plus vulgairement, donc des juristes, des économistes, bref, tout plein de métiers qui gravitent autour. Et le deuxième constat, c'était qu'en fait, finalement, de mois en mois, on avait un équilibre pratiquement entre femmes et hommes. Donc du coup, ça se joue entre, je sais plus, 44%, enfin 44% de femmes, bon, bref, voilà. Donc c'est assez intéressant, puisque déjà, ça montre quelque chose, c'est que Astre est quand même un échantillon assez fort de ce que va être le spatial de demain, déjà en tant que métier, mais aussi en tant que représentation. Ouais. Et ça nous a beaucoup plu, puisqu'en fait, on s'est dit que la diversité devait être une de nos priorités en tant qu'association. Et en fait, c'est du coup pratiquement venu à point nommé, puisque c'est comme ça qu'on a entendu parler... alors je reprends un petit peu, mais du coup on a eu de la chance de pouvoir aussi participer en tant qu'exposant sur le Paris Space Hub, et donc du coup c'est comme ça qu'on a eu l'information qu'il allait y avoir l'initiative femmes de l'aéro et du spatial, et on a trouvé que c'était parfait. On était tout s'alignait bien, les planètes s'alignaient bien, vous étiez assez... C'était cohérent, pour nous c'était important, soit c'est pratiquement 60% de femmes... chez nous, les membres actifs, c'est pratiquement que des femmes. Donc, c'est très intéressant de pouvoir les mettre en avant. Et puis aussi, soi-même, en fait, de voir qu'on n'est pas toute seule, puisque c'est assez facile. Moi, j'ai fait mes premiers pas dans le monde du travail très récemment. On ne se rend pas forcément compte de la différence de parité, en fait, finalement, jusqu'à ce qu'on rentre dans des réunions où vous êtes la seule femme. Et c'est vrai que là, les premiers pas, d'accord. Mais il faut s'affirmer. C'est ça. Ouais. Faut être sûr de soi déjà, premièrement, et puis ensuite, il faut être prêt, quoi. Il faut avoir un peu les crocs, quoi. Ça donne d'autant plus envie de donner... Et donc de pouvoir parler aussi avec les étudiants, d'être là et de pouvoir montrer que c'est possible, etc. C'était très intéressant. Et du coup, on s'est dit que Astre était une bonne plateforme pour pouvoir faire en fait le lien entre donc les métiers avec des gens qui étaient déjà en poste et peut-être un public un peu plus jeune, et d'être du coup cette partie un peu étudiant en fin d'études et jeunes actifs qui puissent montrer c'est quoi en tant que tel un parcours dans le spatial, comment ça se passe, comment est-ce qu'on y arrive d'ailleurs. Et du coup, pouvoir répondre à toutes ces petites questions qui commencent déjà à germer, en fait, finalement, quand vous êtes au lycée. Peut-être un peu moins au collège, mais au collège, ça vous permet de vous donner un peu les voies. Qu'est-ce que ça fait ? Moi, j'ai fait du commerce, mais j'en suis là. Moi, j'ai fait des études de lettres, mais j'en suis là. Ça montre plein de cursus différents, c'est pas le classique. Il y a vraiment montrer cette diversité en tant que telle. Et on était très fiers de pouvoir être sélectionnés, du coup, puisqu'on a proposé plusieurs projets. Donc déjà, on a des ambassadrices qui sont présentes du coup le jeudi et le vendredi, qui sont là sur le principe que tu as expliqué. Et aussi on a voulu créer une animation en plus pour attirer les jeunes et pouvoir en fait avec eux construire ce qui j'imagine être l'avenir dans la filière, et du coup créer je spoil un peu, mais un jeu sur le principe de qui est-ce qu'on a appelé Qui suis-je, pour en fait mettre en valeur simplement des figures de la filière spatiale. Donc on va pouvoir proposer à chacun de créer sa propre carte, de l'avoir en physique, mais aussi de pouvoir la partager sur les réseaux sociaux.
et du coup de faire un immense qui suis-je de la filière spatiale et aussi du coup de créer la carte avec les jeunes et du coup de pouvoir mettre en avant peut-être des points forts ou des spécialités ou des choses qu'ils ont envie de faire et puis de trouver le sens qu'ils ont envie de donner aussi à leur carrière, parce que dans le spatial c'est aussi beaucoup de sens. Vous avez beaucoup d'environnement. Vous avez beaucoup de tech, Tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut s'identifier. Exactement. L'idée, c'est de montrer un peu tous ces aspects pour que tout le monde puisse s'identifier. Et en plus, là, du coup, il y aura un peu les deux aspects. Il y aura les ambassadrices qui pourront présenter leur métier. Et là, vous êtes un peu l'échelon intermédiaire de, avant de devenir ambassadrice, tiens, il y a plein de jeunes qui sont en études. Et ça fait un peu le lien, du coup, avec ça. Et c'est ça, et des profils qui sont... moi, je suis tellement fière de rencontrer des femmes comme ça et qui ont mon âge. C'est tellement impressionnant. On a des parcours... C'est fou. Et qui vont être les grandes actrices de demain. Et c'est beau de voir ça maintenant. Ça fait une belle émulation. Et donc là, C'est c'est un ça. beau projet. Et donc, l'occasion de découvrir tout ça. Donc, ce sera toute la semaine, mais avec un point un peu particulier. Donc, jeudi pour les collégiens lycéennes et le vendredi pour un petit peu Oui, en plus fait, général. pour les jeudis, c'est vraiment des choses organisées vraiment pour des groupes. Mais il y a aussi des animations le jeudi. En fait, il y en a dès le lundi. D'accord. Alors, lundi, si vous êtes devant votre télé, entre 9 et 10, il y aura peut-être des choses intéressantes à voir, parce que ça va vraiment être le lancement du salon avec ce qu'on appelle l'inauguration. Donc là, il y aura le Premier ministre qui va arriver et il va y avoir un ballet dans le ciel avec des choses. Il y aura un clin d'œil femme de l'aéro et du spatial. Donc, je vous invite à être vraiment là à 9h précise devant 9h, votre inauguration, écran, le lundi. ministre. Ok, Voilà. donc là, en termes de coup de com, j'imagine beaucoup d'orgas et Ouais, beaucoup de... on est trop fiers et on va avoir une championne qui va nous faire quelque chose. Donc voilà, je spoil pas, mais ça va être beau. Et puis il y a effectivement des exposants qui commencent à faire des choses dès le lundi. Donc vraiment, chaque jour, vous allez avoir quelque chose au programme, plusieurs animations. Donc il faut vraiment aller sur le site internet, regarder le programme parce qu'on le remet à jour régulièrement. Et, site internet du salon, du coup. Le site internet du salon, dans la page temps fort Femmes de l'aéro et du spatial. Après, il y a des temps forts aussi, Paris Space Hub, Paris Air Lab. Voilà, Oui. donc je ne tire pas la Il y en couverture a pour tout le monde, que pour sur tous le les projet sujets. Femmes de l'aéro. Il y a aussi des choses sur la terrasse de l'aéro recrute, qui est un nouveau lieu au Salon du Bourget, où vous allez avoir des pitchs inspirants. Des hommes, des femmes, alors plus de femmes le vendredi du coup, mais il y aura vraiment des figures, des personnes connues aussi, qui vont venir raconter leur métier, leur vie. C'est l'occasion d'en prendre plein les yeux, découvrir plein de cursus, plein de personnes et de s'inspirer. C'est bien un peu d'avoir des fois des idoles pour s'inspirer, se motiver Exactement. aussi, donc c'est l'occasion. Exactement, ouais. Et ben ça fait. Et Voilà. juste petit côté pratique, par exemple, pour trouver des stands où il y aura des ambassadrices, en fait, il faudra chercher le logo sur les stands. Comment ça se passe? Ou est-ce que tous les stands sont référencés? Tout simplement, comment dans ça le programme, là, ça c'est le programme qu'on va bientôt, qui est en ligne déjà, vous pouvez y aller. Vous allez avoir tout simplement par jour, par heure, et ensuite vous avez l'adresse, tout simplement au le truc, plan, ou sur le tarmac, ou dans l'avion des métiers. Voilà, ça n'est pas perdu, on peut retrouver facilement toutes les actions en lien avec Mais c'est vrai projet. que c'est bien de préparer un peu à l'avance. Vous avez une app ou une application où on va essayer de rentrer aussi tous les événements. Il y en a beaucoup à rentrer, donc ça c'est long. Mais normalement, vous aurez tout dans l'application aussi pour vous guider. Puis il y a aussi une app de jeu que vous pourrez télécharger si vous voulez rencontrer d'autres gens sur le salon. D'accord. Il y aura toute une app pour les gamers assez sympa. Ok, donc le salon se modernise, essaye de changer un petit peu de code. C'est super. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Là, on arrive. C'est l'occasion de pouvoir les poser. On arrive sur la fin de l'interview. Alors, je pense que j'aurais une petite dernière question. On a pu, déjà, merci beaucoup à toutes les deux. C'était vraiment super. On a pu aborder plein d'aspects sur le GIFAS, vos cursus. Et on voit bien qu'on peut être passionné, découvrir juste le cursus, même le secteur sur le tard et s'immerger complètement. Donc, faut pas se fermer de porte. Et l'aéro, le spatial, la défense, ça peut vous cueillir à n'importe quel moment et s'investir à fond dans ces belles industries. Alors, j'aurais une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, donc, chacune pour le Bourget? Que ce soit à titre perso ou à titre pro, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous avez hâte de voir peut-être dans ce que vous avez préparé? Est-ce que c'est la première fois que des personnes vont arriver au Paris Space Hub? Je sais pas, qu'est-ce que vous attendez vraiment avec le Bourget? Qu'est-ce qui vous sentez le moment qui va vous faire un petit peu peut-être vibrer par rapport à toute la préparation que ça a été en amont?
Question pas évidente, hein, Tu veux mais commencer ou je commence Ouais, je t'en prie, je dois réfléchir. est-ce qu'il y a un moment en particulier? Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que mon plus grand rêve, c'est que voilà, il y a un maximum de filles, de femmes qui ressortent avec les étoiles dans les yeux et qui se disent pourquoi pas moi? Et si j'osais? Et si je le faisais? T'es boulangère, t'es infirmière, les avions te font rêver. Toi aussi, tu peux apporter ta part. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui sortiront de là en se disant pourquoi pas moi? Ouais. Et c'est beau, c'est une belle aventure. Et c'est aussi une grande famille, l'aéronautique et l'espace. Quand on y rentre, je pense qu'on a plus de mal à en ressortir. Ok, beau message. Franchement, c'est noté. On espère aussi que, évidemment, que ça fera rêver beaucoup de personnes et beaucoup de femmes aussi, tout ce qui aura pu se passer lors du salon et que ce sera un succès aussi, du coup, le Women's in Aerospace, évidemment. Est-ce qu'il y a une petite... Oui, une petite Paris Space Hub, l'inauguration. J'ai très hâte de voir... je suis sûre que ce sera très bien et j'ai très hâte de voir en mouvement, surtout parce qu'on l'a beaucoup imaginé et c'est enfin le moment où on va le voir pour de vrai. Donc ça, c'est important. Et puis aussi une pensée pour Astre, évidemment, puisque le salon du Bourget, je crois que ça marque l'anniversaire des 2 ans, pratiquement, à 3 jours près. Parce que nous, notre grande impulsion, ça a été la bourse Espace, qui est en fait réalisée sur le salon du Bourget, qu'on avait gagné il y a 2 ans. Donc c'est une étape très importante. Et on est très heureux d'être là. Et on a beaucoup été motivés. Moi, je fais une dédicace, du coup, aux gens de Astre qui ont beaucoup travaillé sur ces projets pour les rendre possibles, pour les femmes de l'aéro, mais aussi pour le stand, etc. C'était du gros travail, on a réussi et je pense qu'on est tous très pressés de pouvoir être sur place. Donc pour ces 2 choses-là, oui. Eh ben, reçu. Rendez-vous au Paris Space. -4. Exactement, ça approche. C'est ça. Merci à toutes les deux pour l'interview. On a pu couvrir plein d'aspects. J'espère qu'on a tout dit. Non, il n'y avait pas de dernier mot, ça va. On a abordé tous les aspects. Vous n'avez pas de dernier petit mot. On reste ensemble. On a encore un petit quiz d'Alexandre si vous avez d'autres idées qui viennent après. Exactement. Non, mais il y a le festin qui est juste derrière, donc tu pourras te rattraper. Mais je récupère les commandes. Merci. Tu récupères. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui, Alexandre? On a donné de l'inertie la semaine dernière avec Arthur Thomas en lançant la première édition de Guess the Aircraft. Cette fois, on va y retourner, 2e édition, mais on va surtout innover avec Guess the Rocket. Donc c'est l'extension donc à ce petit jeu. Donc le but est simple, il va y avoir une image, un crop, donc un petit zoom d'une partie d'un avion ou d'une fusée. Et il va falloir deviner à quel avion ou à quelle fusée appartient cette partie-là. Donc, nous, sur le plateau, tous les 3, vous allez pouvoir participer. Moi, c'est moi qui ai fait le jeu, donc je ne peux pas participer, sinon ce serait un peu trop simple. Mais par contre, vous aussi, dans le chat, vous pouvez participer. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On aiguillera forcément. Et puis, c'est l'occasion de se créer un peu d'interaction. Donc, n'hésitez surtout pas à participer. Alors, il n'y a pas d'enjeu. Pour info, moi, la semaine dernière, je pense que j'ai peut-être eu un seul avion. C'est pas évident, mais c'est l'occasion de voir des appareils, de découvrir un peu sous un nouvel angle. Et dans le chat, on espère que vous aurez des réponses pour nous aider. C'est parti ? Et si on est prêt pour la première image, voilà. Alors, la première image. Est-ce que... donc, déjà, c'est Guess the Aircraft. Donc, ça supprime 50% des possibilités si on va... Avion militaire, déjà, avec un petit pod. D'emport. Qu'est-ce que ça peut être après? Tu cherches un peu. Tu veux pas nous donner des indices par rapport à la semaine dernière, Alexandre? Est-ce que ce serait pas un Atlantique ou des choses Non, c'est un bimoteur. Non, un avion de patrouille maritime, un truc comme ça. Ça ne peut pas être un monomoteur. Un avion de patrouille maritime ou un truc comme ça, non? À toi de voir. Donne des indices, Alexandre. Ça a l'air léger, ouais. C'est... le chat nous a dit. Mon ordi est en train de friser juste pour que je puisse pas tricher avec le chat. Exactement. Non, effectivement. Donc, au moins bimoteur, mais je vais pouvoir te dire, c'est quadrimoteur. Ok, voilà. Ça. Mais du coup, avion militaire, quadrimoteur. Dans le chat, ça répond C-130. Ça peut se tenir aussi. Du coup, C-130, c'est le Hercule. Exactement. Bon, franchement, je pourrais être d'accord avec le chat. Félicitations. Est-ce que c'est ça ? Eh ben, écoute, la bonne réponse, c'est bien un C-130. Merci, donc Hercule Drap 21. Drap 21 qui est suisse et qui est actif, c'est bien. Ah putain, t'as pas mis qu'un seul en plus. Non. La folie des grandeurs. Oui, les Américains sont un peu comme ça, tu vois.
Alors, bravo. c'est original. C'est le Pourquoi pas direct. Il ne peut pas répondre. Bon, bah, malheureusement, Cyril ne vous aidera pas sur cette manche-là. Effectivement, c'est un 130, donc voilà, folie des grandeurs américains, donc avion de transport des États-Unis. Qui sera présent au salon. Oui, il y a une version, mais c'est pas un H, c'est un J. Donc ce que tu reconnais, typiquement, c'est pas la même motorisation. Toi qui aimes bien Ah ça, oui, je les moteurs. reconnais directement, Directement, évidemment. Moi bien qui ne vu. suis pas expert militaire. Là, t'es sur 4 pales alors que t'en as plus sur le C130J. Voilà. D'accord, donc. Et ben écoutez, Premier voilà, c'était avion. la première avion. Maintenant, on passe au second avion. On passe côté ligne, côté aviation commerciale. Antoine qui scrute directement. On sent que là, il est un peu plus impliqué. Ouais. Bon, du coup, déjà, China Eastern, Compagnie aérienne, effectivement chinoise. ça pourrait être un Comac. Ça peut être plein de choses. Mais le moteur est un peu petit vu d'ici, je saurais pas dire. Et du coup, vous regardez ça comment en fait? C'est quoi les premières choses que. Moi, je regarde déjà, par exemple, la taille des. Déjà, les compagnies, ça aide un peu en général, par exemple. Mais bon, il a triché la semaine dernière, donc je me méfie. Mais du coup, tu vois, certaines compagnies, à force, on sait qu'elles ont tel type d'avion. Sinon, les moteurs, après aussi les winglets, des fois, c'est. Moi, je suis assez nul là-dessus, mais certains, directement, en D'accord. voyant les winglets, ils savent directement quel avion c'est. Attends, tu sais pas reconnaître au winglet, Antoine? Mais du coup, je dirais bien, peut-être China Eastern, peut-être un Comac. Le Ok, tu C919. partirais sur un Comac C919. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Non. Non? Les avions, désolé. Après, il y aura les fusées. Ça va venir, ça va venir. Et je me Donc trouvais ça part sur un fusée. Comac C919. Ouais, je me demande si j'ai Antoine. pas hésité à prendre cette image-là pour une revue Bravo. de presse précédente. Ah, Et dans le chat, bien vu. Il savait Dans le pas. chat, ça ne l'avait pas. Donc tu te démarques du chat. Tu gagnes alors, un après point c'est de... l'y penser. Bon, Oui. voilà. Mais Moteur effectivement, fait par bah, CFR. ça aurait pu être un 320, tu vois. Mais oui, donc tu l'as eu. Tu n'es pas tombé dans le piège, Oh bien là joué, là. Antoine. Trop fort. On va passer au troisième avion. Il aime beaucoup le militaire, hein, du coup à chaque Ah fois oui, on c'est apprend, ça. là c'est l'occasion de découvrir les... Les avions de chasse. Donc déjà, c'est un avion de chasse. Je peux vous donner l'indice. Effectivement, avec une entrée d'air assez spécifique. Mm. Antoine, Jaguar. tu peux tenter? Je tente Jaguar. Tu tentes Jaguar? Est-ce que dans le chat, vous l'avez pas? C'est gris déjà. Ouais. Mais on savait pas justement à quel point vous aviez eu l'occasion dans le avec le GIFAS C'est de ça voir notre tout. souci. Mais On peut pas là être c'est bon l'occasion d'en partout. découvrir, On peut c'est pas être l'occasion bon d'en partout, découvrir c'est bon justement. partout, et il faut justement cette Voilà. complémentarité. Bien sûr, mais c'est l'occasion de voir un peu Et d'autres. puis on apprend. Oui, c'est Ouais. ça. Voilà, et il faut quelques années aussi. Ouais. Ça parle aussi de Jaguar dans le Alors, chat. Jaguar, c'est un avion franco-britannique. Moi, j'en avais vu un de très près, c'était à Savigny-les-Beaunes, du coup, et ça me fait penser à ça. Voilà. Ah, effectivement, sur le Jaguar, c'est une entrée carrée, mais là, c'est Tu dis- un peu plus particulier. Tu dis que c'est Ok. gris surtout? Oui, parce que toutes les nations n'ont pas un avion gris. D'accord. Mais je va. n'ai pas ce niveau de détail. Ok. Je suis désolé, Non, Alexandre. non, écoute, C'était c'est un peu plus- piégeux, mais c'est un Ah, c'est le F-22 22, Raptor, ça exactement. Donc rectangulaire, mais un peu de biais. Donc, Ah, je le voyais c'est- plus c'est beau pour que ça, que- l'entrée de l'air. Ah oui, tout de suite. Ah non, c'est moche, je ne veux plus. Tu ne voudras pas aller voir le F-35 qui La a des prochaine fois, tu entrées fais d'air faire un similaires. zoom encore plus zoomé, comme ça, on sera sûr de pas reconnaître. Bon, t'inquiète, tu vas voir les prochaines. Non, On non, va avoir effectivement, vraiment un rivet d'une fusée après, ça. je pense que. F-22 Raptor, donc avion de chasse. Donc, dans le bimoteur chat, américain. ça semble plus moderne, donc effectivement, ils Ouais. avaient potentiellement. Alors que le Jaguar, t'as l'aile juste au-dessus, donc tu regardes quand Ah, même ok. un peu la jonction. Mais voilà, bon, bien tenté quand même. J'espère On peut que t'en as passer pas mis à la 150 des bah non, appareils. là, on passe à Gazi Rocket, du coup. Bon, Je laisse- vous l'avez? Bon. Vas-y, hein, c'est. Ah, Antoine ne l'a pas, je pense, c'est pour ça. Elle est au musée de l'air et de l'espace. C'est celle du Bourget? C'est celle du Bourget, ouais, je crois. Puisqu'elle a pas de briques, c'est ça? Pas deux, pardon? Vous savez, sur le corps, normalement, enfin, il y a plusieurs versions. Vous avez un corps, soit il est tout gris, je crois qu'il est tout gris, hein. Désolée, je vois pas très bien l'image. Soit il a un espèce de. Celle qui est au Bourget, c'est la Ariane 1. Il y a un et il y a 5 aussi. Ouais, elle est Et nous, on sympa sera aussi. juste sous la 5 d'ailleurs. si D'accord. jamais. C'est un Mais bon sur point le de corps, repère. ouais, soit vous avez du tout gris, soit vous avez un espèce de, je sais pas, pattern brique. Mais bon, là, je vois pas, mais j'imagine que c'est une Ariane 5 et je ne dirai pas plus de précision puisque je. Antoine, tu restes sur la même chose? Bon, peut-être dire Ariane 1 pour changer. Je sais pas à quel point les deux sont différentes. Je n'ai pas ce niveau de détail sur juste la coiffe et le T'en haut as de peut-être l'étage. une 1. qui est dans le studio, mais. Ouais, j'aurais pu tu tricher. pourrais, Ah oui, non, mais du coup, Ariane 5, pardon. Ariane 5. Trichons en C'est se ça. retournant. C'est vrai. Non, Ariane 5, du coup, j'ai rien dit. Ok, dans le chat, ça répond pas encore. Allez, faut être un peu plus rapide. T'as qu'à mettre des trucs moins durs aussi, Alexandre. Ouais, bon, c'est malheureusement le défaut. Non, alors, petit piège, c'était Ariane 6.
Ah ouais. Ouais. Ah, lors du Euh, lancement inaugural en plus. Exactement. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que Ariane 5 et Ariane 6 se ressemblent beaucoup. Et donc j'avais fait le choix de couper au bon endroit, bien sûr. Elles ont Ouais, juste pas la même pour taille. Ouais, C'est pour ça. les boosters sont un peu plus Je m'excuse auprès différents, de tout mais, le monde. De ton ancienne alternance. De mon ancienne alternance, je vous jure Après, que je sais les reconnaître. C'est très zoomé quand même. Hein. Non mais c'est ma faute, t'en fais pas. En plus, on voit pas les logos parce qu'on aurait pu reconnaître grâce au logo. Effectivement, alors on peut passer à la prochaine étape. On Ouh. repasse sur l'aviation générale. Antoine, qui a sa licence de pilote privé, qui donc connaît potentiellement cette machine. Oh, ça ressemble à du Cessna quand même. Mais peut-être pas ça, mais ça Ça ressemble à du ressemble. Cessna à aile haute avec. Ah bah tu vois, on va plus avoir de chat, plus rien, mon ordi est en train de friser complètement. Mais dans le chat, on compte sur vous pour continuer à répondre au moment où ça revient rapidement. Non, mais du coup, peut-être un Cessna, je sais pas lequel, ça a l'air quand même assez gros, mais un peu. Ouais, un 172, un truc comme ça. Tu partirais sur 172 ? Oui, c'est peut-être un peu petit, peut-être un 152. Dans le chat, ça nous répond Cessna 172 aussi. Donc les petits avions d'aéroclub, 4 places, classiques, Ok. qu'on voit beaucoup. Et ben Et ça c'est se bon. conduit avec une licence privée, ça. Exactement. Ok. Bah écoute, je dis ouais, 172, on reste là-dessus. Bon, c'est dommage, c'était l'autre, c'était le 152. Ok. On est un peu plus petit. Un peu plus petit, un peu moins motorisé et moins de place parce que c'est un biplace. C'est un biplace, ouais. Mais bon, avec ce que t'avais mis comme zoom. Oui, effectivement. Mais bon, Chaque fois, je l'accuse, Il y a mais. quelque chose, hein. l'ingénieur que tu es aurait dû voir quand même que le train avant est moins renforcé. Oui, évidemment, c'est vrai que ça se voit Évidemment. directement. On peut passer à la prochaine. Ah, des moteurs. Exactement. Bon, je peux vous dire un petit indice, c'est un avion de chasse Merci. Ça a pas l'air. Euh, qui sera présent au salon du Bourget. Deuxième indice. Ah. Moi, Ok. j'ai plus envie de participer parce que j'ai peur de me tromper. Non, mais faut pas hésiter. Alors, la semaine dernière, je te Il y a dis, j'en ai vraiment pas eu pas un, de c'est bon, faut. Non, au contraire, Non, pas de faut y honte. aller. Je te dirais un Est-ce truc que- assez vieux américain, genre. Et celui-là, il est présent là, au musée de l'air et de l'espace. C'est que comme ça que je sais comment à peu près les modèles. Non, enfin, en tout cas, il n'y en a pas au musée de l'air et de l'espace Ok. en temps normal. Bon, bah, alors je ne pourrais pas l'avoir. Ce serait pas un F-16, un truc comme ça? Il va voler? T'es en train de te moquer, mais. Non, mais Antoine, je crois qu'on ne fera plus d'émission ensemble. Ah, Non, mais je rigole. c'est un monomoteur, non? F-15 du coup? Dans le chat? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Ça- Dans le chat, ça répond F14, C'est un monomoteur. F15, Putain, je sais F15. même plus, je suis fatigué, c'est la fin d'émission. Faut que tu me refasses une culture militaire complète, Alexandre. Oui, t'inquiète pas, on a une semaine au salon pour ça. Vas-y, balance la réponse. Et bah écoute, c'était bien un F15, donc tu l'avais un peu quand même. Ouais, À un mais moment, il y avait un du coup, soupçon, F-16 ça. monomoteur, c'est ça, hein. F15, F16 de monomoteur, Ouais, d'accord. exactement. Mais du coup, j'hésitais. Mais F-14 bimoteur? Bimoteur. Ok, donc c'est ça. c'était un truc. Ça, Ok. tu commences à suivre progressivement le cours. Si je reconnais pas Mirage 2000, j'ai plus le droit de revenir dans l'émission, par contre, c'est un peu dommage. Nouvelle image. Cette fois, on passe sur des Warbirds. Et on voit l'avant d'un Warbirds. Alors là, un train fixe, comme ça. Train fixe ou pas. Oh là, il a l'air quand même caréné et tout ça, quoi que je sais pas. Un Warbird train fixe, ce serait bizarre, mais franchement, je sais pas. Est-ce que ce serait pas un. En vrai, Alors, les couleurs, dans ça le me penser chat, au ça nous dit- ouais. Messerschmitt qui était là au meeting Air Legend. Eh ben écoute, bien vu. C'est Le- bien un BF109, un Messerschmitt 109. Ok. Ah, t'es bon, Antoine. Là, ça va. Et j'ai je même pas sens regardé que- les chats, là, je promets, Ouais. mais sur la Dans le manière chat, ça dont la répond BF109, peinture ça est va, faite. ils sont bien dans le chat. Ils ont commencé à remonter petit à petit. Et ben écoute, on peut passer à la suivante, qui est, je Pas évident. crois, hein. la dernière. Oula. Alors là, vieille image de vieille Et donc, fusée. Guess Qu'est-ce que the ça va Rocket. être encore? Une fusée. Alors, il y a du noir, il y a du blanc. La structure en béton, étonnant, c'est que j'imagine que c'est C'est exposé que c'est dans un exposé, endroit. effectivement. Ouais, c'est exposé, T'aurais pu mais essayer de la où faire décoller comme ça, mais c'est un peu dangereux. C'est étonnant comme structure. Ça a l'air. Moi, je dirais Plus que américain. c'est aux États-Unis. Ouais. Ouais, ça a l'air plus Ouais. américain. Mais un truc avec juste 2 tuyères assez petits Alors- comme Non, ça, ça, il y en a je pense- plus. Je pense qu'il y en a plus, non? J'arrive pas à. Quatre canaux. Il y en a L'image, peut-être qui sont l'image, tu nous cachés, aides déjà. pas du Ouais. tout. Non, mais je suis taquin là-dessus. Ouais, bah tu. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une troisième derrière quand même? Peut-être. Hein. Voire même qu'est-ce que plus. ça- Ou deux ou six? Est-ce Bah. que c'est au Kennedy Space Center? Oh. Alors, c'est Non. possible que oui. J'ai pas la confirmation 100%, mais c'est très Tu as probable. déjà eu la chance d'y aller. Ouais, Ah, donc oui. peut-être quelque chose à chercher de ce Oui. côté-là. Qui sera exposé à l'entrée. J'ai eu la chance d'aller à Cap Canaveral et Ah. à Houston. Et à chaque fois, ouais. Des images, ouais. des belles images. Ça dans vaut la tête. vraiment le coup.
On nous Mm. répond la fusée de Buzz l'éclair. Raté. Malheureusement. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Non, mais américain sûr, du coup. Enfin, plus sûr maintenant. Moi, je donne ma langue de chat, franchement, Zéro. j'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Ah ouais, franchement, tout, il y en a eu tellement, mais en C'est plus, ça. j'avais en tête des fusées un peu Bon, plus après, massives. sache que je suis pas l'expert en spatial non plus, donc je ne vais Je t'ai pas fait te aider mettre par les Victor pour premières cette fusées question. Redstone. Même pas. Mais Comme je un pense grand. pas que ce soit une Atlas, une Saturn 5, je pense pas. Je vois un truc plus petit. Ah ouais? Ça a l'air quand même assez. Ouais, je sais pas. J'aurais aimé un chouïa plus. C'est surtout des Un petits chouïa plus tuyères qu'on se noirs donne. comme ça, c'est étonnant. D'habitude, Ouais. c'est pas de cette Bah, couleur. en plus, C'est bah, pas récent. Déjà, Ouais. Bon, C'est- si ouais. c'est exposé, c'est qu'effectivement, c'est pas ce qu'on va utiliser pour Artemis, mais Dans en le fait, ch- malheureusement, on n'arrive pas trop à voir si c'est moyen ou lourd ou très lourd. Et Dans le chat, ça nous dit peut-être Saturne 4. c'est ça, Mais, Saturne, alors, ça me dirait ouais. bien, hein, mais 5 ou 4, là, je. bon, on va Allez, prendre on va voir ce que Saturn ça et donne. après on met tout dans l'eau. Effectivement, c'était la Saturn 5. Ah, Ok. voilà. Donc, bon, bien vu. Bon, effectivement, si on commence à augmenter, on voit USA et le Mhm. drapeau, ça commence C'est à pour quand ça même que j'aime venir, bien les lanceurs. venir Ouais. là-dedans. On sait ce que c'est. Et donc, ouais, c'est bien une Saturn 5 et qui est, je pense, effectivement exposée alors soit à Houston, soit Cap Canaveral. Mais en tout cas, merci d'avoir participé pour ces petites. Pas évident images comme jeu, de hein. Gaz- Pas évident, Gaz mais je Craft et savais Gaz que c'était Rocket. cette partie-là. la Et pire. bravo à tous ceux qui ont participé dans le chat, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes réponses. Donc, Bah, merci Alexandre, c'est toujours l'occasion de voir. Moi, j'aime bien parce qu'après, on voit les avions sous un autre angle. La dernière fois, on n'a même pas été capable de. C'était quel avion que j'ai même pas reconnu parce que c'était zoomé d'une certaine angle. C'est Un ça. Rafale, on serait pas capable de pas le reconnaître, donc c'est sympa de le Non, voir. mais un en peu la sous- matière, il faut rester très humble et dans l'émerveillement. Ah bah, tout bien sûr. simplement. Mais ça incite un peu aussi au Bourget, pas juste regarder de loin. C'est sympa de voir les avions de près, d'aller regarder un peu les petits détails de tout ce qu'il peut y avoir. C'est pas. Oui. Il y a juste Matine, mais aller regarder un peu de Effectivement, près, c'est c'est ça la l'occasion. magie, parce qu'on les voit dans les aéroports, mais ils sont toujours loin, Ouais. inaccessibles. Là, on peut presque les toucher. Ouais. donc, Et vous pourrez monter dans certains, d'ailleurs. Donc, oh là il y là. aura des Ah, amphicabines. Et ben on a hâte de voir ça. Alors bon, on a déjà bien fait une belle émission. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour un petit Fast and Curious. Ah oui. Alors, si ça vous va, je vous propose donc ce petit format. Donc l'idée, c'est que je vais vous poser une question avec 2 choix de réponse. Donc ce sera A ou B et vous devez choisir. Alors vous répondez comme vous voulez, l'une après l'autre ou en même temps. Bien sûr, vous avez le droit à un joker. S'il y a des questions que vous n'avez pas envie de répondre ou vous n'avez pas spécialement, parce que j'ai essayé de mixer un peu les deux univers, un peu spatial, un peu de com. Donc si vous n'avez pas envie de répondre, il n'y a pas d'obligation. C'est comme vous voulez. Après, voilà, l'idée, c'est de répondre du tac au tac. Si vous avez envie peut-être de développer un point en particulier, après, on pourra. Mais en tout cas, pour le format, de répondre du tac au tac. Est-ce que ça vous va? Vous êtes Ouais. prête? Prêt. Eh ben, c'est parti. Réseaux sociaux ou conférences de presse? Conférence de presse. Ah, réseaux sociaux. Lancé depuis la Guyane ou depuis un mini-port spatial européen? Guyane. Ouais. J'aurais dit Guyane. Guyanaise. Très bien. Amélia Earhart ou Maryse Bastier? De grandes idoles. Joker. Joker. Ok, les deux. Oui. Vous pouvez dire les deux aussi quand vous... Ou les deux, ça, Ça me va marche bien, aussi, ça me plus va de très Joker. bien. Recruté sur LinkedIn ou au Bourget? Au Bourget. Ah, au Bourget, bien Ah, sûr. non, trop sympa. L'aéro recrute. Oui. Un post sur TikTok ou une newsletter presse? Ah, un peu sur TikTok. Ah ouais? Je suis plus newsletter. Ah, mais en tout cas, je peux vous dire que Airbus était sur TikTok. Ok. Ok. Le salon du Bourget, c'est une vitrine ou un tremplin? Tremplin. Ah, c'est une vitrine, mais plus qu'une vitrine. Ok, C'est aussi un lieu de rassemblement. très bien. Sur les réseaux, donc des stories d'avion ou des coulisses du salon? Qu'est-ce que vous préférez? Ah. Les deux. Ouais, moi, je dirais plutôt des stories. Ok. Les coulisses, ça va faire trop. On va pas y arriver. Ok. Plutôt constellation de nanosatellites ou les missions habitées? Plutôt en lien avec- Qu'est-ce qui fait le plus rêver? Mmh. Moi, c'est plutôt les missions habitées. C'est vrai? Oui, parce que c'est un lieu de science, de découverte, au-delà de l'aspect voyage. Bah, au sens Ok. ISS, ça me parle, ouais. Ouais. Mission habitée plutôt? Mm. Vulgariser ou faire rêver? Moi, je dirais faire rêver d'abord. D'accord. Tout part du rêve. Et après on vulgarise. Voilà. Mm. Mais il faut croire en ses rêves et essayer de les réaliser. Ouais, je suis d'accord. Plutôt attraper d'abord et expliquer après. Très bien. Défendre la filière ou faire rayonner la passion?
Ah, faire rayonner la passion, Ouais. en tout D'accord. cas, Non, c'est ça. c'est Tout ce vient qu'on de là. essaie de faire passer. C'est tout d'abord ça. Tout vient de la passion. Ouais. Très bien. Oui, non, on ne défend pas coûte que coûte. Il y a La passion des- permet de le faire, en fait. C'est un peu Oui, ça et aussi. puis la filière, il y a des choses à défendre, il y a des choses à transformer. D'accord. Exact. Plutôt vol supersonique ou vol zéro émission? 0 émission. Ah, zéro émission, on va c'est essayer la d'y nouvelle. on va essayer Très d'y bien. arriver. Ça va prendre jusqu'à 2050, mais on va essayer d'y arriver. Allez voir au Paris Airlab, du coup. Alors, être un modèle inspirant ou faire bouger les lignes de l'intérieur? Ça se complexifie un peu. Ah, je dirais les deux. Hein. Je dirais les deux. Je pense que ça peut être différent. Au fur et à mesure, je pense qu'on peut changer de position, mais c'est d'abord de l'intérieur pour moi. Ok. C'est vrai qu'on arrive avec ces préjugés quand on voit l'extérieur, de la filière de l'extérieur, et en fait, on se rend pas compte que une fois qu'on est dedans, on peut aussi changer les choses soi-même. Très bien. Et pour finir, démonstration aérienne ou immersion dans les stands? Donc plus spécifique Bourget. Ah, démonstration aérienne. Là, c'est on vient tous pour ça. C'est l'incontournable, c'est une fête populaire. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que les gens viennent, c'est pour voir en vrai les avions. Tout à l'heure, il y avait un Rafale qui était en train de faire des loopings, des figures incroyables en essai. C'était juste tout le monde est scotché et s'arrête de Ouais. bouger. Et ça reste ce qui met des étoiles dans les yeux de tout le monde. En plus, voilà, des Ouais, stands où on ouais. peut voir plein de choses. Même pour les gens qui, comme moi, se sont pas passionnés depuis toute petite fille pour les avions, Oui. ça fait quelque chose. Il y a toujours vraiment. quelque chose. Ouais. 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 Eh ben très bien, voilà, c'était la fin du format. Merci de vous être prêté au jeu. C'est jamais évident d'avoir en plus, du coup, quand on a deux invités, des questions qui marchent. Non, mais très Ouais, joli, mais ça marche voilà. très bien. Très joli questionnaire. Merci pour Bravo vos les réponses. questions. On en arrive à la fin de l'émission. Donc, comme je vous en ai parlé, on va arriver au tour de table des recommandations. Donc, chacun va recommander un petit quelque chose. Alexandre, qu'est-ce que tu nous as préparé? On va commencer par toi. Je commence ce tour de table. Moi, je me suis dit, effectivement, cette émission, on va faire quoi? On va faire rêver. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit? Qu'est-ce qui m'a fait aller vers l'aéronautique? Et ça m'a tout de suite fait penser une série que beaucoup de ma génération ont connu, d'anciennes générations aussi. Alors, je sais peut-être pas forcément pour les plus jeunes, mais c'est Les Têtes Brûlées. C'est pour moi un classique qui nous a bercé beaucoup sur Paris Première, pour ceux qui sont de ma génération. Cette série qui suit des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale qui volent sur Corsair dans la fameuse escadrille avec Papy Boyington, Les Têtes Brûlées. Et donc, une série assez ancienne, c'est plutôt les années 60-70 et vraiment passionnant, des images, des histoires, des aventures qui nous ont fait verser. Donc n'hésitez pas à les re-regarder si vous en avez l'occasion. Eh ben, merci Alexandre. On va passer à vous. Du coup, est-ce que vous nous avez préparé des petites recommandations? Ouais, je commence. Donc moi, c'est un livre. Alors, j'ai pris un livre accessible qui ne parle pas, qui pourra parler à tout le monde justement. Donc c'est des histoires, des mythes et des contes autour de la Lune. Ça a été écrit du coup par Fatoumata Kebe. J'espère que je le dis bien, Keb, je pense plutôt. Pareil, donc un modèle, pardon, je le mets là. Hop, un modèle assez inspirant. Du coup, quelqu'un qui vient de Saint-Denis. Qui est titulaire d'un doctorat d'astronomie et d'un master de mécanique des fluides de la Sorbonne. Quelqu'un d'assez incroyable, donc si vous avez l'occasion de la rencontrer, au Bourget d'ailleurs, D'accord. mais aussi de voir un peu son parcours, etc. Et surtout d'aller regarder, puisqu'elle a une association qui s'appelle Éphéméride, qui organise des ateliers d'astronomie. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de s'intéresser à l'espace, c'est de commencer par les étoiles. Et de les regarder de plus près et de les qu'à l'œil regarder nu. de plus près, de comprendre et de voir à quel point c'est un espace merveilleux qu'il faut protéger. Très Évidemment. bien. Merci pour cette recommandation. À ton tour, du coup, Juliette, est-ce que tu as... Moi, j'en aurais peut-être deux même Ah bah, recommandations. c'est D'abord, parti. vous avez vu nos dessins des femmes de l'aéro. Il y a une cosmonaute, il y a une pilote de chasse, etc. Style un petit peu rétro, années 80, voulu, style manga. On aime bien, je crois que tout le monde les adore d'ailleurs. Et dans le même style, ça me fait penser à des BD que je lisais quand j'étais petite et que
qu'on peut ressortir, qui sont sympas. C'est la série des Yoko Tsuno. Je sais pas si vous connaissez. Très fan. En tout cas, moi j'étais fan et je pense que ça a contribué à mon intérêt, mon amour pour la tech, la science. Yoko Tsuno, c'est une informaticienne en fait, mais assez futée et qui résout des tas d'enquêtes et de problématiques, mais dans un milieu tech un petit peu futuriste. Voilà, on est un peu entre la réalité et le futur. Voilà, donc sympa. Et puis, je viens de lire le livre de Dorine Bruneton que je connaissais pas, qui a déjà quelques années. Ce livre, Dorine Bruneton, Au-dessus des nuages. L'histoire incroyable d'une femme qui a 16 ans... était apprenti pilote en tout cas, et qui a eu un accident et puis ça a transformé sa vie. Mais elle raconte sa passion pour le pilotage et voilà comment est-ce que elle a vécu, comment est-ce qu'elle est devenue pilote aussi de voltige et voilà. Une très belle histoire. Okay. Dorine Bruneton, qui est marraine de l'opération Femmes de l'air et du spatial et qui est une des 12 marraines qu'on révélera prochainement. D'accord. Elle sera présente au salon aussi, du coup Elle sera présente à un certain moment du salon. L'occasion de la rencontrer. On pourra écouter son témoignage dans un des temps forts de l'opération. Génial. Eh bien, écoute, à toi, Antoine, tu conclus ce tour de table. Ce tour de recommandations. Eh ben, moi, ça va être assez simple. On n'en a pas encore beaucoup parlé dans l'émission, mais donc, Grand Frequency, donc avec Jumpseat, on sera présent au salon sur toutes les journées professionnelles, donc du lundi au vendredi. On vous a prévu un programme très dense avec beaucoup d'interviews de différents. On va aller sur les stands, on va rencontrer des personnes et voir ce qu'elles ont à partager. Donc, ce sera tous les jours de 10h ou 10h30 10h à 15h. Donc on a toute l'équipe Jumpseat que vous pourrez retrouver, plus l'équipe Grand Frequency. Donc ça va être un beau programme. Il y a plein de belles choses. Alors on a commencé on a envie de vous faire rêver, on a envie de vous montrer le salon, peut-être même si vous vous rendez plus tard dans la semaine, l'occasion de commencer à vous teaser quelques petites choses, et puis l'occasion d'avoir plein d'intervenants différents. Typiquement une startup, on va rencontrer les personnes qui travaillent concrètement dessus, qui vont pouvoir présenter leurs produits. Donc vraiment beaucoup de choses au programme. Donc suivez-nous toute la semaine sur les réseaux sociaux Grand Frequency, Jumpseat, et donc sur cette chaîne Twitch de Jumpseat. On a hâte de vous retrouver. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions aussi si vous n'avez pas l'occasion de venir au Bourget. Dans le chat, on prendra vos questions, on pourra les poser aux différents intervenants. Donc beaucoup de choses de prévues, on espère que ça vous plaira. En tout cas, on a mis tout notre cœur pour vous faire un beau programme. Et on a hâte que vous soyez nombreux à nous suivre toute la semaine. Il y aura des rediffusions, il y aura des montages, il y aura plein de choses. Donc à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a plein de choses de prévues. Donc on compte sur vous pour être au rendez-vous et nous poser plein de questions. Merci voilà. Antoine, c'était passionnant. Et merci ça fait un bon écho sur la suite, donc à nous retrouver effectivement à partir de lundi 10h. Demain, peut-être qu'il y aura du Fred ou Je pas. ne pense pas. À 18h si jamais, restez éveillés. En tout cas, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Capture l'avenir, sur Instagram. Ouais. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Alix d'être venue dans l'émission. Avec On sait plaisir. que c'est compliqué en plus là dans la période du Bourget, c'est le rush, c'était d'avoir pris de votre temps pour venir nous belle présenter parenthèse. tout ça. C'était génial, en tout cas j'ai passé un très bon moment et on a appris plein de choses, donc merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à toi Antoine, merci à Nico, et puis merci le chat, c'est vous qui faites vivre aussi un peu cette émission. Et donc on se retrouve lundi. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Soirée. Au revoir.